Après Magla, Pokimane, ciblé par du porno à son insu. On va parler rapidement de Leonardo DiCaprio. Le jeu Hogwarts Legacy déchire la communauté LGBTQ+. C'est pour ça que moi je défends un point de vue qui est assez radical, qui est fermez tous vos gueules. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game et le plus sorcier du game. Je suis très heureux de vous retrouver après une période un petit peu agitée, de mon côté, en ce qui me concerne. On en parlera en temps et en heure, vous inquiétez pas. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22e épisode, 22 qui est un chiffre que j'affectionne, puisque c'est mon chiffre de naissance, 22. Et puis on est le 12 février 2023, qui est un chiffre que j'affectionne, le 12 aussi, parce que ça se rapproche de 22 et parce que c'est le chiffre de mon fils, et c'est son anniversaire aujourd'hui, donc j'ai l'anniversaire en mars. Si tu m'écoutes 10 ans plus tard, sache que j'ai toujours été un bon père, j'ai toujours pensé à toi, j'ai toujours fait tout ce qui peut, tout ce que je pouvais. Donc casse pas les couilles. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et je suis très heureux de vous retrouver, comme je le dis. Un grand podcast qui nous attend, un long podcast avec 5 rubriques. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, je vous raconterai un petit peu les moments clés de cette semaine. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va parler de deepfake pornographique avec des sujets à la fois drôles et pas drôles. De Leonardo DiCaprio pour détendre l'atmosphère, peut-être qu'on commencera par ça d'ailleurs. On va parler du droit à la paresse et des retraites qui est visiblement un sujet en France. Et puis du vaccin pour la grippe, peut-être si j'ai le temps, allez, j'en toucherai un petit mot, parce que j'ai 2-3 trucs intéressants à dire. Ensuite, rubrique numéro 3, on parlera d'Harry Potter, le podcast le plus sorcier du game. On va parler d'Harry Potter, de Hogwarts Legacy, de toute la polémique autour de ça, je voulais en faire une rubrique dédiée. Et on finira, comme d'habitude, avec Raptor, vos questions, mes réponses, et le courrier des auditeurs, vos problèmes de vie, et puis mes tentatives d'apporter un petit éclaircissement. Je suis super heureux de vous retrouver vraiment aujourd'hui. On a officiellement dépassé, on a même largement dépassé les 3 millions d'écoutes sur ce podcast. Je suis navré pour, pour les petites interruptions de ce début d'année, elles sont amplement justifiées, je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, mais je suis vraiment très content, c'est encore un cap de passer. C'est toujours autant d'attentes vis-à-vis de ce podcast, toujours autant de demandes, et je suis très content de l'avoir, et puis ça me permet moi d'être assez régulier, de dire ce que je pense, de discuter avec vous, donc c'est vraiment top. Et d'ailleurs on va fêter les 3 millions comme la dernière fois. Je fais gagner 100 € à l'un d'entre vous qui partagera en story @Raptor Podcast. Vous taguez @Raptor Podcast pendant votre marche, pendant votre sport, pendant vos transports peut-être pas, pendant votre voiture encore moins parce que ça va finir en pire palmaderie. C'est pas très drôle, hein, c'est pas une blague très drôle, hein, pardon. Mais voilà. Et nous on vous regramme, on vous partagera ou pas, parce que souvent on a énormément de gens à partager, mais vous nous taguez, on vous partage, et vous êtes inscrit pour le tirage au sort, et je vous fais gagner 100 €. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous remercier de tout l'intérêt que vous portez pour cette émission, et qui me donne en fait la force de continuer, et j'ai pas mal de projets pour la suite, mais comme d'habitude, vous savez que je préfère parler des projets, parce que c'est amené à changer, etc. Donc ça sert à rien que j'en parle, et puis j'aime parler des choses quand elles existent. Donc j'ai beaucoup de temps que j'alloue à la réflexion en ce début d'année. Je passe mon temps à réfléchir à la suite, c'est mon métier en fait, qui est aussi le métier de créateur, d'être créatif, d'être original, de proposer des choses, d'avoir des projets intéressants et qui sont stylés. Et sachez que vous allez être comblés en cette année 2023 si j'arrive à bien comprendre, à bien cerner ce que je veux faire. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi pour ce début d'émission, vous savez que j'aime bien donner du contexte, on est le 12 février, donc là c'est un peu compliqué, vous savez que c'est vraiment la période difficile de cette année, parce que, comme d'habitude, nuit à 17h, il fait froid, peu de vitamine D parce que pas d'exposition au soleil,
des maladies qui circulent, une ambiance de merde, il faut le dire, là, en France, bon, il n'y a jamais une ambiance particulièrement festive non plus, mais là, c'est une ambiance de merde, et c'est des choses qui, vraiment, vous mettent à l'épreuve et vous forcent à être plus productif. Et je sais très bien, j'imagine bien que le fait qu'il y ait eu 2 podcasts en moins sur ce début d'année peut avoir entraîné certaines chutes de motivation chez vous, et je le sais, et, et c'est bien que je revienne, et c'est bien qu'on soit de retour sur les rails. Normalement, tout va bien aller, on va poursuivre les émissions toutes les semaines comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai remarqué... Bon, en fait, j'en parlerai dans la semaine du Raptor, comme ça sera mieux. Écoutez, je répète, Raptor vs Font sur Instagram, Raptor Podcast sur Instagram, vous taguez, et vous indiquez en fait aux gens que vous suivez ce podcast, qui vous apporte des choses, vous nous partagez votre environnement. C'est vraiment, il faut propager cet état d'esprit-là, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui se mettent à écouter des choses pendant leur activité, qui même que ça leur donne même envie d'aller marcher. Ils se disent, ah cool, je vais aller marcher ce soir, je vais marcher un peu plus longtemps parce que j'ai un truc à écouter. Et c'est important que vous remplissiez toujours ce rôle, parce que vous savez que cette émission est victime de censure injustifiée totalement. c'est pas que avant je méritais ma censure, mais bon, on pouvait se dire, bon, truc, c'est un peu violent, et tu vois. Là, actuellement, je ne fais que développer des opinions, je fais que développer des choses qui sont bénéfiques. Je pense sincèrement que ces choses-là sont bénéfiques, que les valeurs que je partage sont bénéfiques, qu'elles sont la seule solution à la dépression globale dans laquelle on est plongé volontairement, et je pense vraiment qu'on fait face à une... Là, on est dans une période de crise très violente sur les identités, on va y revenir de toute façon, et sur la masculinité surtout, et parce que pour moi, c'est la masculinité qui régit tout le reste, comme vous le savez, comme je l'ai déjà développé, et je pense que c'est pour ça que cette émission n'a pas et a été supprimée des classements. Vous vous souvenez qu'avec Fuck Spotify, ils ont essayé de supprimer, et puis ensuite ça a baissé, et ça a été... Une fois que... C'est drôle, je veux pas passer... En fait, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que je voulais pas passer pour un mec qui insiste, qui rage, pour que les gens me fassent « Non mais c'est bon Raptor, tranquille, c'est juste que tu tombes dans le classement ». Et je le sais très bien que c'est faux, que c'est manipulé. Et j'avais dit à mon entourage, j'avais dit, vous allez voir, Spotify, là, ils m'ont remis parce qu'ils ont été grillés. C'est quand même très... Enfin, on rigole, mais faut se rendre compte que... Parce que le classement, c'est pas une question d'ego, en fait, c'est simplement que c'est une compétition saine, c'est quelque chose qu'on mérite. Quand on est dans le classement, c'est qu'on mérite, parce qu'on a de la demande, c'est le capitalisme, c'est la démocratie. Eux qui adorent la démocratie, c'est la demande du public, c'est la sollicitation du public, c'est une reconnaissance. Et quand on a ça, on peut l'avoir une fois, hein, un podcast peut être un phénomène, le premier jour tout le monde s'intéresse, et puis ensuite on se rend compte que c'est de la merde. Mais l'avoir semaine après semaine après semaine, c'est qu'il y a vraiment une demande, et des gens qui sont contents d'écouter ça. Et le fait d'être dans le classement, et en particulier d'être numéro 1, parce que j'étais numéro 1 en permanence, ça amène des nouveaux gens à s'interroger, ils se disent, c'est qui ce mec, c'est quoi ce nouveau truc, ça m'intéresse peut-être, je vais aller écouter, et hop, il y en a, ils vont faire, oh putain, quel fils de pute, il y en a, ils vont avoir un déclic, il y en a, ils vont dire, tiens, intéressant, je vais écouter un deuxième, et c'est ça qui fait que on peut partager nos opinions, on peut convaincre les gens, et moi, je cherche, comme n'importe qui, à convaincre des gens, je veux que mon expérience, mon opinion soit partagée, et qu'on comprenne en tout cas, et c'est pour ça que j'essaie de le faire en étant le plus rationnel possible, en étant assez nuancé, et en étant assez respectueux, mine de rien, même si il peut y avoir des côtés abrupts, et pour éviter, en fait, pour prévenir le fait que des gens puissent me découvrir sous cette facette-là, puissent découvrir des nouvelles opinions, alors qu'on est submergé de gauchisme en permanence, et que en plus, pour se protéger, tous les influenceurs adoptent ce qui est dans le sens du vent, parce que ils veulent pas avoir d'emmerde, et on n'a jamais la possibilité d'entendre, moi je connais pas d'offres intéressantes en termes de podcast,
en termes de vidéos, etc., de ce que moi je fais, parce que j'essaie de faire quelque chose d'assez global. On utilise le sport, on utilise la nutrition, on parle de la mentalité, on parle des news, on parle de beaucoup de choses dans ce podcast, et il était demandé, moi je vous avoue que ça me fait énormément chier, parce que ça me permettait de parler à des nouvelles personnes, d'avoir de plus en plus de gens, et de normaliser ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est pas du tout, c'est même partagé par une grande majorité de la population, et ce serait même partagé par encore plus de gens si on laissait l'occasion de développer de manière rationnelle et argumentée les opinions comme j'essaye de le faire. Et donc je prends ça vraiment comme une injustice. De toute façon, la vie est faite d'injustices, hein, mais celle-là, je la trouve vraiment injuste. C'était de la compétition, déloyale. Et voilà, et sans vous, en fait, j'ai besoin, et vous le faites déjà à merveille. Si vous ne partagiez pas ça, ce podcast, en fait, il est déjà censuré de partout, donc en fait, on parlerait tout le temps que entre nous. Et c'est autant, c'est des choses, pour moi, c'est des choses assez... pour moi, je parle de b.a.-ba, hein, pour moi, c'est vraiment très rationnel. Ce que je dis, il n'y a pas... c'est pas... là, on va parler d'Harry Potter, dire qu'une femme a ses règles, c'est pas la mer à boire, sans déconner. On est vraiment entré dans un milieu où on a peur de tout, les gens sont complètement effrayés. Et il faut que vous-même, vous donniez l'exemple et que vous cessiez d'être effrayé de choses futiles et stupides. Et de toute façon, c'est une stratégie que je mets en place et qui va porter ses fruits, parce que ce que je fais, je le fais toujours en réfléchissant plus que les autres, et pour que les gens arrêtent de queuquer et commencent à assumer certaines idées qui sont pas des idées de fous. Assumer que les femmes ont des enfants et pas les hommes, c'est pas des idées de fous furieux. Assumer que moi je pense qu'il faut travailler dur et se démarquer pour mériter les plus belles choses de la vie, c'est pas des idées de fous furieux. Donc vraiment, je vous invite à nous taguer Attrape-toi Podcast. C'était un petit peu long, mais je vous expliquais un petit peu que il faut aussi participer à tout ça, parce que je suis seul, je suis seul, c'est pas marrant, mais je suis seul, je porte sur mes épaules tout ça, et je le porte en ayant en plus de l'adversité, non pas chez des gauchistes, parce qu'en fait ils sont assez... Enfin, je veux dire, j'oppose mes arguments aux leurs, et je pense que sur le terrain de la rationalité, j'ai quand même pas mal de choses à avancer. Mais je fais face à l'adversité de gens soi-disant de mon camp, mais j'ai pas de camp en fait, parce que personne n'est du mien, comme diraient les Ents dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, et je me retrouve à porter un petit peu seul, sur mes épaules, cette adversité permanente. Donc les gauchistes m'enlèvent du classement, etc. Les droitards stupides me jalousent parce que je leur explique qu'il va falloir se bouger le cul, et j'en donne des preuves. Et là, ils sont obligés de se pencher et de se retourner vers une option de confort qui est la médiocrité et la plainte perpétuelle, dans laquelle j'essaie de sortir les gens. Et donc, en fait, on est une équipe, c'est ça que je veux vous dire, on est un équipage, et j'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de moi, et j'ai besoin aussi que les choses qu'on partage dedans, oui, elles vont se traduire dans votre vie personnelle, mais ce serait con que ce soit juste un peu quand vous rentrez chez vous, vous fermez les volets et vous faites des trucs d'éther. Il faut que vous illuminiez votre entourage, il faut que vous illuminiez ce monde en donnant l'exemple, et lorsqu'ils verront la cohérence et la convergence de l'exemple que vous allez donner dans vos actions, et pas de la doctrine ni de l'idéologie, mais des valeurs que vous défendez et que vous avez acquises, ou vous avez développées, ou vous avez fortifiées à l'aide de ce podcast, les gens iront naturellement vers ça, parce que personne ne veut être triste, personne ne veut être malheureux, et quand les gens comprendront que vous êtes des exemples de gens qui sont passés d'un certain stade à un stade supérieur, de bonheur, d'épanouissement, de travail, de situation personnelle, familiale, etc., ils voudront vous imiter. Et à ce moment-là, ce serait un peu triste si on n'assume pas que c'est parce que j'ai écouté Raptor, c'est parce que cela. Et c'est terrible. C'est terrible, et surtout que je pense qu'honnêtement, c'est pas la folie ce que je raconte, hein, honnêtement, c'est pas... Donc c'est un travail d'équipe, je suis désolé d'être long là-dessus, mais c'est vraiment un travail d'équipe, et je vous fais confiance si j'ai besoin de vous. Là, je veux fêter le fait qu'on ait dépassé la barre des 3 millions d'écoutes, et que c'est excellent, et que j'ai hâte d'aller encore plus loin, et que je travaille beaucoup sur les projets. Donc, je finis sur cette petite introduction qui est assez longue, et on va passer directement
à la rubrique numéro 1. Oui, je pas dire rubrique numéro 1, je dis rubrique numéro 1. La semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Bon, on va commencer avec l'évidence, c'est qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, il a ses 3 ans. C'est passé assez vite, honnêtement, c'est passé assez vite, sans faire le mec neuneux, oh là là, on voit pas le temps passer, mais c'est vrai que c'est passé assez vite. C'est très bien parce que les périodes de petits, c'est vraiment les pires, je pense. Tu sais, j'ai aucune expérience de la suite, mais c'est juste qu'il y a un problème de communication, en fait, qui est par rapport à la langue, par rapport à la compréhension, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure que moi j'arriverai à me comprendre avec mon fils, qu'on arrivera à avoir des discussions, ça sera bien plus agréable. C'est peut-être, je me trompe complètement, parce qu'il y a l'adolescence, etc., qui sont forcément des périodes difficiles, mais voilà, je suis content que ça progresse beaucoup dans le langage, dans la compréhension, ces choses-là. Donc ça c'est un truc, on a fait tout un anniv pas de patrouille, quand je dis on, bien sûr c'est ma femme, moi j'ai rien fait, j'ai acheté le cadeau, et c'est là où en fait on se rend compte que heureusement qu'on a un père et une mère, parce qu'en fait si j'étais marié à, à Ismaël numéro 2, comment vous dire, en fait, l'enfant, déjà, il se prendrait des balayettes, on n'aurait pas de patience, enfin, c'est... Donc, Dieu a fait un père et une mère, pour qu'en fait, il y ait un côté paternel qui correspond à certains caractères, et je ne les force pas, c'est vraiment des trucs naturels voilà. Et une mère, et je vous le dis, en fait, les femmes s'en plaignent, d'ailleurs, c'est drôle. C'est chiant les voyages parce que c'est les femmes qui prévoient tout, je sais pas quoi, qui planifient tout, les valises, le brosse à dents, je sais pas quoi. C'est toujours de la charge mentale qu'elles appellent ça. Mais en fait, moi, ma femme, elle est trop contente de faire ça pour son petit garçon, de lui acheter. Donc elle lui a fait tout un gâteau, elle l'a fait elle-même, aux couleurs de la patte patrouille, elle a acheté des petites figurines à mettre dessus, un truc. Et, et vraiment, je lui ai dit, heureusement que t'es là, parce que, en fait, il aurait pris un carton Amazon Prime Now, et voilà, et bisous sur la joue, hein. Donc voilà, c'était un petit peu la première news de la semaine. Deuxième news de la semaine, l'équipage Raptor Nutrition est en train de se construire. Donc on a nos 3 premiers influenceurs, on va dire, même si ce mot est toujours délicat. C'est des gens avec qui j'aime bien travailler, avec qui je m'entends bien depuis longtemps, et qui ont de la crédibilité surtout. Et ça c'est cool. Et on n'a pas encore fait l'annonce officielle, je compte sur vous quand on fera le post d'annonce officielle, même s'ils ont déjà commencé à en parler, pour que vous leur apportiez votre soutien en commentaire. Voilà. C'est super important, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très 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 important. C'est fondamental, et on peut pas espérer que les choses évoluent, etc., si on n'essaie pas tous de faire un effort, donc je compte réellement sur vous pour dire bienvenue à eux, etc., dans les commentaires. Voilà, c'est quand vous serez vous serez tenu au courant du post quand il sortira. Et je réfléchis encore à comment faire un post marrant, comment faire un post cool. Donc ça c'est voilà. On a fait un post Harry Potter là cette semaine qui vous a plu pas mal, qui était assez drôle avec Santé d'or à la place de Gryffondor, Succès Pantard, etc. Donc je voulais juste en reparler, je trouvais ça marrant et je suis content que vous l'ayez bien pris. Parce que quand j'ai fait la voix off, je me suis dit attends, je vais tenter un truc, j'espère que ça va pas faire pitié, mais en fait c'est suffisamment second degré, etc., et c'était original, et c'est drôle, et je kiffe trop faire des créations comme ça, on se prend un peu la tête, on essaie de réfléchir à des trucs, mais après quand la réalisation est là, bah c'est toujours sympa. Et puis, dernière chose de la semaine, ça va très vite, hein. Pour cette semaine, dernière chose de la semaine, c'est des projets que je suis en train de mettre en place. Je vous ai dit que je pouvais pas vous en parler plus que ça, mais j'ai des projets, là c'est difficile, je peux pas vous en parler parce que ça voudrait dire que je vous parle de la raison pour laquelle j'ai raté 2 émissions, là, c'est en ce début d'année, et c'est pas encore le temps. Et donc là, en gros, j'ai un projet dans 3 semaines, j'ai trouvé une salle pour enregistrer tout le programme Zero to Hero. J'ai décidé de repousser la sortie du programme pour qu'il corresponde à des dates qui, moi, me correspondent et qui correspondent plus aux besoins et au mood du truc, et surtout pour faire un truc vraiment dont je suis super fier. J'ai tout trouvé, voilà, donc tout est prêt, là, il y a plus qu'à, mais avant ça, j'ai 3 semaines de travail avant de pouvoir commencer, et puis j'ai un autre projet en mai, j'ai beaucoup de choses, là, j'ai pris beaucoup de temps ce début d'année pour réfléchir à tout ce que je voulais, à ce que je voulais améliorer, j'ai pas trouvé des réponses partout, mais voilà, c'est important que vous ayez des projets, c'est important que vous ayez des checkpoints, et c'est
important que vous travailliez petit à petit, en fait, tout simplement. Et dernière chose que je voulais évoquer dans cette semaine du Raptor, donc je vous ai dit que en fait ce podcast, bon là on a dépassé les 3 millions d'écoutes. Il y a ce podcast a plus de répercussions que je pouvais imaginer. Il y a énormément de gens finalement qui l'écoutent. Et évidemment, moi par exemple quand je faisais mes vidéos sur YouTube, il y avait des centaines de milliers de vues, ça faisait 300, 400, 1000 vues en 24 heures, plein de vidéos qui ont dépassé le million. Mais dans ma tête, jamais je réalisais qu'il y avait d'autres créateurs qui écoutaient mes vidéos. Et en fait, c'était le cas, et il y en a beaucoup qui écoutaient mes vidéos. Et je pense qu'il y en a pas mal qui écoutent ce podcast. Alors peut-être qu'ils ont écouté qu'un seul épisode, peut-être qu'ils l'écoutent régulièrement, et ça me fait kiffer, et c'est cool de se dire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, en toute humilité, que ce podcast avait plus d'influence que ce que je pensais, et j'ai observé, peut-être que je me fais des films, mais j'ai observé, peut-être que vous l'avez également vous observé, une sorte de polarisation d'une partie d'internet, surtout qui tourne autour en fait notamment de la muscu, une polarisation de ce milieu-là, avec des gens qui en fait, il y a deux camps en gros, il y a les gens qui peuvent pas me blairer, qui détestent ce que je dis, qui détestent mes valeurs, qui trouvent que je suis un con, etc. Et alors on est au con pour tous les gauchistes, etc. Mais là c'est des gens qui peuvent même partager soi-disant des opinions avec moi, mais qui en termes de valeurs, en termes d'état d'esprit, en fait sont mis dans une position très inconfortable par ce que je dis, c'est-à-dire arrêter d'être dans le vous plaindre en permanence, et pas, en fait agissez, et puisque vous êtes meilleur que tout le monde, et bah prouvez-le. Et bougez-vous, et prenez votre santé en main, prenez votre vie en main, devenez fort mentalement, devenez fort physiquement, c'est des choses qui s'accompagnent, etc., etc. Bon, je vais pas revenir sur tout ça. Il y a des gens qui ont été mis sur le carreau parce que j'ai dit, c'est simple, à partir d'aujourd'hui, et j'ai été très, très, très sévère, j'ai dit, je veux plus entendre rien. Vous me cassez tous les couilles, fermez tous vos gueules, soit vous bossez, et vous racontez pas votre vie, soit vous faites rien, vous racontez pas votre vie, mais dans un cas, il y en a qui vont récolter les fruits de leur travail, et dans l'autre, il y en a qui vont s'effondrer. Et donc, je les ai mis, en fait, dans la catégorie de parasites où ils avaient le doigt pointé en permanence vers les gauchistes, les trucs, pour les mettre dans cette case-là. Et je leur ai dit, mais en fait, vous valez pas mieux qu'eux. Ils l'ont très mal pris, et donc ça a polarisé ces deux camps-là. Et en fait, pour garder la face, ils se sont mis à dire tout le contraire de ce que moi je défends. Et c'est comme ça qu'on a vu des influenceurs, même si en réalité ils sont personne, faire des threads complets pour défendre par exemple le porno. Par compréhension, en regardant les réactions sur internet du marché, ils se sont dit, plutôt que d'essayer de concurrencer le Raptor dans les trucs positifs où il faut se bouger le cul, etc., où en fait je suis pas sûr de pouvoir le concurrencer, et bah je vais aller dans le marché complémentaire, hein, qui est en fait l'opposition nette à ce que moi je défends, c'est-à-dire les gens qui se complaisent dans la médiocrité, dans le caca, et qui stagnent, et ils se sont dit, je vais aller, eux, essayer de leur parler, et pour les séduire. Et donc, il y a eu ce thread sur la défense du porno, en disant que les gens qui disent que le porno ça affecte, que c'est pas bien, dopamine, c'est des charlatans et que je sais pas quoi, c'est pas si mal. Il y a eu des choses comme ça. Et en fait, j'assiste à des choses aberrantes, où des influenceurs, je suis désolé d'utiliser ce mot, mais au moins on comprend tous, en sont à défendre et à faire la promotion de choses médiocres, qui savent aussi être médiocres, mais en font la promotion pour essayer de capitaliser sur une partie du public qui reste, en fait, qui est mis sur le banc volontairement par moi. Parce qu'ils savent que la partie du public trop déterre, il va falloir élever leur niveau énormément pour aller la capter et lui apporter des informations, il va falloir être au taquet. Et au contraire, il y a des influenceurs qui sont d'ailleurs très bons, et qui, eux, ont pris la barque et ont pris le bateau et se sont dit, c'est vrai, ce qui défend Raptor, c'est vrai, et je vais partager exactement, je vais appuyer là-dessus et confirmer que c'est super important d'être sérieux, de se faire un peu de violence soi-même, de refuser les plaisirs immédiats, ces choses-là. Et il y a une polarisation, et je sais que moi, je fais du bien à la jeunesse et aux gens qui m'écoutent et qui partagent les valeurs que je défends, et je sais que les gens qui font l'inverse vont le payer, et le payer cher, et c'est tant pis pour eux, mais j'ai entendu récemment, et c'est ça qui m'a fait avoir cette réflexion-là, mais d'autres, hein, le fait que en fait, les carnets d'entraînement,
bah c'était un truc de prise de tête, que en fait fallait pas trop se prendre la tête et que tout le monde progresserait en s'entraînant, en ayant des bons exercices, mais en plus tu te prends la tête et plus en fait c'est contre-productif. Et c'est absolument faux. Et moi j'ai commencé avec des carnets d'entraînement au bout de 2 ans de muscu sérieuse, même 1 an, et ça m'a fait progresser de ouf. C'est prouvé scientifiquement par des expériences qu'il y a des critères psychologiques qui font que en suivant un carnet d'entraînement, on a envie de progresser, d'améliorer son record semaine après semaine, séance après séance, et c'est prouvé dans les faits. Et maintenant, quand on a des types qui, en fait, en plus ont appliqué ces méthodes-là, les ont vantées pendant des années, et viennent dire ça simplement par opportunisme, je suis en mode, mais c'est un très mauvais choix, en fait. Stratégiquement, c'est un très mauvais choix de défendre la médiocrité, de pas tirer, même en termes d'apport aux gens, il y a un moment, il faut essayer de tirer les gens vers le haut, parce que sinon, ils vont s'effondrer. On est dans un monde là où les gens sont en bas, sont maintenus en bas, la tête sous l'eau, et finissent tous malheureux en dépression. Et c'est ce qui mène à toutes les prochaines news là dont on va parler. Donc voilà, j'ai vu ça, et juste, je voulais attirer votre attention là-dessus. Soyez vigilants, et soyez attentifs. Vous allez peut-être observer des discours qui vont vanter le strict opposé à ce que moi je dis, tout simplement, et bah, je vous dis, faites votre choix, méfiez-vous de ça, et récompensez les gens qui vont vanter le fait de se tirer vers le haut, le fait de se bouger le cul, le fait que pour avoir des belles choses dans la vie, il faut passer par des moments désagréables, par du travail, etc. Et voilà, moi j'y suis très attentif parce que j'aime cette polarisation, et je trouve ça très bien, voilà. Et tant pis pour eux, et je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Sans transition, on va passer directement à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec le deepfake, là je vous en ai parlé, alors ça date un petit peu, mais je voulais revenir dessus parce que j'ai pas eu le temps. Bon, c'est rapporté par la crème du gaming, j'ai pas trouvé d'autres sources, mais ça a beaucoup tourné aux États-Unis. Après Magla, Pokimane, je crois que ça se prononce comme ça, ciblé par du porno à son insu. En effet, le streamer Atrioc a montré du contenu pornographique sur son ordinateur lors d'un de ses récents streams. Au cours d'un stream récent sur la plateforme Twitch, Atrioc, le célèbre streamer PC aux 320 000 followers, a fait un misclick qui risque de lui coûter très cher lors d'un alt-tab. Un site contenant des vidéos à caractère pornographique de streameuses connues a pu être aperçu sur son stream. Il aurait eu accès à des vidéos de Pokimane et Maya Iga, donc qui est sûrement une streameuse aussi. Le deepfake est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Ce terme fait référence au contenu créé mais aussi aux technologies utilisées. Un instant a fallu pour que des centaines de viewers, enfin des milliers même, se rendent compte qu'un média deepfake se trouvait sur une des pages Google Chrome du streamer. Les gens lui sont tombés dessus en masse, le forçant à faire une vidéo d'explication excuse. Alors, en fait, c'est à la fois drôle et c'est à la fois pas drôle du tout. Je vais commencer par le côté pas drôle du truc. Donc c'est quoi le deepfake en fait? C'est simplement des fils de pute qui prennent des vidéos pornographiques, donc d'actrices porno qui sont consentantes, hein, ça les regarde ce qu'elles font, et qui en fait remplacent ou des vidéos, ou dans le pire des cas, ou des photos, et qui remplacent la tête grâce à de l'intelligence artificielle par des visages de personnes qui n'ont rien à voir. Et là, en l'occurrence, ils mettent des femmes connues, comme la streameuse Pokimane, ou Maya Igla, ou je sais pas quoi. Visiblement, Magla, qui est une française, a été victime de ça aussi. Et en fait, il y a vraiment un côté terrible, où t'as rien demandé, et il y a ta tête qui fait des trucs, et les gens sont pas encore au courant, en plus de ces possibilités d'IA, donc quand... imagine si ta famille tombe dessus, enfin c'est hardcore de ouf. Et c'est vraiment impardonnable. Moi, je trouve ça impardonnable de faire ça, de propager ça, de valider ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font la confusion, on va parler encore une fois crûment, du fait de se branler sur quelqu'un. Parce que faut bien qu'on ait... si on arrête le porno, faut bien qu'on se branle à l'imagination. Et du fait, ils disent, bah on n'a pas le droit de te branler sur toi, à t'imaginer, je sais pas quoi. Bon, c'est délicat. Parce que ce sujet existe. Mais bon, les meufs, vous êtes peut-être pas au courant et c'est peut-être mieux comme ça. Mais par contre, matérialiser ça... Alors, le mec, il matérialise ça chez lui.
il veut se faire des montages bizarres où il prend des photos, c'est un peu un malade mental, il prend des photos d'une meuf qui le fait bander, il le met sur une autre meuf qui le fait bander, ça fait des mix, il se tape des queues tout seul. Mais le fait est que là, c'est mis sur internet, c'est mis en ligne, c'est mis au partage public, en plus c'est monétisé, et c'est d'une extrême violence, je trouve, c'est une intrusion très très violente à la vie privée, c'est du détournement de fou, c'est vraiment horrible en fait. Et même quand vous imaginez ça d'un point de vue mec, si on prend votre tête et qu'on la met en train de faire des dingueries en fait, je vais pas citer les dingueries, mais vous pouvez vous faire toutes les idées que vous voulez, mais c'est horrible en fait. C'est juste, alors vous ça va peut-être vous faire marrer, mais la réalité c'est que c'est horrible. Et si on fait ça avec votre daron, si on prend la tête de votre père ou de votre mère et qu'on la met sur des trucs de cul, parce qu'à un moment, il faut aussi réaliser ça, et parfois, il y a des gens qui comprennent pas tant qu'ils ont peu d'empathie, ils comprennent pas tant que ça les concerne pas directement. Imaginez, sur Internet, tourne des vidéos où il y a votre mère qui suce des énormes tubs. À plusieurs, elle se fait défoncer le huc, elle a rien demandé, elle sait même pas, elle est même pas au courant, et il y a ça. Mais vous avez pété un câble. Donc ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, le problème, c'est que ce streamer-là, que j'ai découvert par hasard, très récemment, en fait, j'ai découvert genre quelques jours avant cette histoire-là, parce qu'il streamait Hitman sur un nouveau mode de jeu, et j'ai regardé un petit peu, et je l'ai trouvé super drôle. Alors bon, il y avait des signes extérieurs qui montraient que c'était un énorme gauchiste, évidemment, et apparemment c'est ce qu'il était. C'était un mec qui défendait à fond le féminisme, je sais pas quoi, faut pas être violent avec les femmes, faut pas les sexualiser, gna 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 gna. Je connais pas assez le mec pour savoir, mais j'imagine d'avance qu'il en faisait des tonnes il participait à la création de problèmes qui n'existent pas, sauf quand t'as pas assez d'occupation à ton emploi du temps. Et le problème c'est ça, c'est qu'en fait du coup il faisait des alt-tab, mais même ça, mais je comprends pas, mais les gamers en fait, les streamers c'est vraiment le cliché des gamers en fait. C'est à un moment, t'as un ordi, c'est un outil de travail, ne mélange pas ce que tu partages de ton écran avec des dingueries. Déjà, je sais pas, achète un ordi dédié au porno, tu sais, arrête va sur un autre navigateur quand tu fais tes streams, on peut pas avoir ton putain d'historique sous les yeux. Et les mecs sont pas assez pros en fait, et c'est pas normal. Et donc ça c'est d'un point de vue, je parle des trucs où les mecs on voit toutes leurs recherches Pornhub ou je sais pas quoi, ce qui est autrement moins grave en fait que ce qu'il a fait lui. Et donc le mec en fait se branlait sur du deepfake qu'il est allé, parce qu'il a dit que c'était par hasard et tout, il a cliqué sur une pub, mais le truc c'est que il fallait payer pour accéder à ce contenu-là, donc il a mis sa carte bleue par hasard, avec son nom, la date de péremption et le code CCV ou je sais pas quoi derrière. Bon, c'est absolument faux, évidemment. Et problème encore pire, c'est qu'apparemment, c'était ses potes dans la vraie vie, les meufs en question. Donc encore une fois, moi, je veux pas soulever, parce qu'on n'a pas le temps dans cette émission, la question des amitiés hommes-femmes, mais il y a un moment aussi où... Enfin, je suis désolé les meufs, mais arrêtez vous le savez très bien, mais en plus arrêtez de projeter, vos attentes vis-à-vis des mecs qui sont vos potes, c'est pas du tout réciproque, et les mecs qui sont vos potes, c'est pas pour rien en fait, ils kiffent, désolé de vous le dire, mais abruptement, mais soit vous êtes pas attirante du tout, et bon c'est compliqué, soit ils vous parlent, c'est pas pour avoir des réflexions, des deep réflexions sur la société et l'acceptation des femmes dans le jeu vidéo, quoi. Et visiblement, on a la preuve. Et le mec, en fait, ouais, c'est hardcore. Et deuxième chapitre de cette histoire, c'est que il s'est senti obligé. Alors moi, je veux pas lui donner de conseils, mais je pense que sa meilleure stratégie, ça aurait été de dire, ouais... non, en fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, et, et justement, je l'ai gardé en onglet ouvert pour avertir mes potes et essayer de faire sauter... on était en train de travailler pour faire sauter cette URL-là, ce site-là, et donc il était dans mes trucs. Il aurait pu s'en sortir comme ça. Mais vu qu'il est con, et qu'en plus il est coupable, et que c'est un cuck, ça me fait de la peine, parce que le mec, je le trouvais vraiment très marrant. Hein. Et que c'est un cuck, et c'est là où je vous explique que sans masculinité, vous allez rater votre vie. Et là, on voit que ça... En fait, il a fait un stream avec sa meuf en arrière-plan,
ils pleurent tous les deux, sa meuf c'est une nobody, on sait même pas qui c'est, je sais pas pourquoi elle est sur la vidéo, je sais pas pourquoi tout le monde disait why the hell is a girl crying, pourquoi putain de merde il y a une meuf qui pleure derrière, c'est qui cette meuf, et et en fait c'est parce que quand vous êtes piégé dans toute cette idéologie etc, vous perdez votre leadership d'homme, vous perdez le contrôle, vous vous dites qu'être un homme c'est aussi à laisser cours à ses émotions et à ses faiblesses et que c'est pas grave etc, et en fait vous finissez complètement sous l'eau parce que c'est pas du tout ça en fait, il faut contrôler ses émotions, il faut et enfin le mec s'est fait humilier par sa meuf parce qu'en fait je vous explique le scénario, c'est comme si j'étais chez eux, sa meuf elle lui a fait déjà c'est violent, qu'une meuf sache que vous branlez sur les sites de Huc, bon, qu'une meuf sache que vous branlez sur ses potes, bon, qu'une meuf sache que vous branlez sur vos amis en ayant souscrit à des trucs où leur tête se retrouve sur des deepfakes, la meuf elle est en PLS en fait. Donc en fait, elle est en PLS de ouf, parce qu'en gros il dit putain, désolé mon gauchisme m'a amené à sortir avec une meuf moche féministe avec des grosses lunettes, et je bande sur plein d'autres meufs, et je sais pas, c'est bizarre en fait ces couples qui... Enfin bref. Et la meuf a dû lui mettre un énorme coup de pression et à dire tu vas faire un stream où tu t'excuses et je vais être présente pour montrer... et elle prend le micro aussi à un moment dans le stream, ça dure 14 minutes. Il s'appelle Atrioc, le mec, A-T-R-I-O-C, si ça vous intéresse d'aller voir. Et elle prend le micro un moment pour dire This is deeply embarrassing, of course. Après elle fait évidemment ce n'est pas moi les victimes, nanana. Enfin bref. Et ouais, et en fait c'est terrible, voilà, c'est terrible, et c'est juste le deepfake, j'ai appris que ça existait, ces choses-là, et voilà, quand vous cuequez, en fait, c'est quand vous êtes dans le mauvais état d'esprit, tout ça, ça vous affaiblit, et... Faut regarder le stream pour s'en rendre compte, mais il y a sa meuf, le mec se fait totalement dominer, il pleure, enfin c'est l'opposé de ce qu'il faut être, et en plus c'est terrible parce que le mec est un peu BG et tout, enfin il a la capacité d'être un giga Chad, et en fait, parce que il croit que c'est stylé de tout remettre en question et d'être l'opposé de la masculinité toxique, et bah il est en fin de carrière quoi. Donc voilà, c'est juste la première news. News numéro 2, on va parler rapidement de Leonardo DiCaprio. DiCaprio, on sait pas pourquoi, il a pas envie de faire une famille avec une femme et se poser, tu vois. Il est multimillionnaire, c'est une giga star, notamment par rapport à Titanic. C'est pour ça qu'il plaît, et en fait, il y a des tas de meufs qui aujourd'hui ont fin de trentaine, quarantaine, voire plus, qui en fait ont kiffé sur lui comme des folles par rapport à son rôle dans Titanic. Et en fait, le truc, c'est qu'elles vieillissent, et lui aussi, sauf que vu que, en fait, elles entrent en confrontation dans leur esprit. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il est en couple avec un mannequin de 19 ans, là. Et il y a une énorme, comment ça s'appelle, dissonance cognitive qui se met en place, c'est qu'en fait, la société leur explique que ce qu'elles aiment chez les hommes, c'est ce que les hommes aiment chez elles. C'est-à-dire que ce qu'elles aiment chez les hommes, c'est les hommes qui gagnent en maturité, qui gagnent en statut, qui ont un métier stylé, qui ont une certaine puissance, etc. Du pouvoir. Et elles s'imaginent que donc les hommes en symétrie, parce qu'on explique que les hommes et les femmes sont égaux, blablabla, vont aimer chez une femme qu'elle gagne en maturité, qu'elle ait un emploi stylé, qu'elle soit une star, qu'elle ait du pouvoir. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'on observe que chez les mecs qui ont du statut, de la thune et toujours beaux gosses, c'est-à-dire les stars de cinéma comme, je sais pas, Brad Pitt ou quoi, qui ont le choix entier qui ont énormément de choix en fait en termes de conquête, parce qu'ils sont à la fois attirants physiquement, bon même s'il est un peu gras maintenant, DiCaprio, et ils sont à la fois attirants physiquement, ils ont une carrière de fou, ils sont très bons acteurs, ils connaissent tout, enfin des stars d'Hollywood quoi, on va pas besoin d'argumenter 40 millions. On observe que quand ils ont le choix parmi tout, c'est-à-dire en fait qu'ils sont dans la position symétrique des femmes mannequins magnifiques de 20 ans, qui, à cet âge-là, en fait, c'est pour ça qu'elles rejettent tout le monde et qu'elles sont très difficiles d'accès, enfin, c'est normal, en fait, c'est des événements naturels, en fait. Elles ont le choix parmi tout, et on voit que, bah, les femmes de cet âge-là choisissent des hommes plus âgés qu'elles,
pas forcément de l'âge, je crois qu'il a 48 ans, plus de la trentaine, mais des hommes plus âgés qu'elle, qui en fait vont leur permettre d'atteindre tous leurs désirs, de convenir à tous leurs désirs matériels, en termes aussi de maturité, de sortie, les faire passer pour des grandes, quoi, parce que les femmes sont grandes plus vite que les hommes, tout simplement parce qu'elles ont la capacité d'enfanter assez tôt, en fait, à l'adolescence. Ce qui, je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut les baiser à l'adolescence et leur faire des enfants à 12 ans. Il faut bien comprendre que c'est juste psychologiquement, ça amène ça. Et les hommes maturent évidemment plus tard, et surtout, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des meufs un peu chelous dans votre classe au lycée, qui étaient en couple avec un espèce de semi-clochard, mais il se trouvait qu'il avait genre 26 piges ou 25 ans, et qui en fait, tout simplement, même en étant un clochard bizarre et drogué, en général c'était ça, on a tous connu une meuf chelou dans le lycée qui sortait avec un mec très chelou de cet âge-là. En fait, il a l'accès à aux voitures, il a une voiture pour l'emmener où elle veut, il a de l'argent parce qu'il a un salaire, donc il peut payer des trucs que vous êtes des clochards lycéens, vous n'allez pas pouvoir payer, il a ceci, il a cela, et donc on a ce genre d'attraction naturelle. Et donc juste pour revenir à Leonardo DiCaprio, il a ce choix, cette possibilité de choix énorme, et vers quoi il se dirige ? Bah pas trop vers J.K. Rowling, quoi. Il se dirige pas vers une femme qui a une super carrière, qui est une superstar, qui a de la maturité, qui a son âge. En fait, il se dirige vers ce qui est le plus attirant pour lui, physiquement, sexuellement, et en fait, finalement, pas tellement philosophiquement. Et juste, c'est un truc qui... bon, ça représente pas la majorité des hommes, il y en a beaucoup qui cherchent aussi un partenaire, en général, pour avoir des discussions, pour quand même un peu d'intérêt. Je dis pas que la mannequin de 19 ans n'en a pas, mais en tout cas, voilà. Et en fait, on voit que des hommes comme lui, qui ont la capacité d'avoir toutes les meufs qu'ils veulent, ou en tout cas beaucoup de meufs, et bah se dirige vers ça, et même en ont plusieurs, quoi, en ont plusieurs conquêtes, parce que j'imagine qu'il est même pas, il lui est même pas fidèle forcément, et on s'attend même pas à ce qu'il le soit. Et ça fait en fait péter un câble aux féministes, notamment, aux féministes, en fait aux féministes ados, mais aussi surtout aux féministes qui ont passé 40 ans sur les réseaux sociaux, et qui ragent énormément, alors qu'elles sont les premières à défendre la liberté des femmes à choisir, et elles envisagent en fait ces relations-là, quand elles sont dans ce sens-là, comme une sorte d'exploitation, de détournement, et comme si la meuf, on lui avait mis un flingue sur la tête pour qu'elle sorte avec DiCaprio. Jamais, à aucun moment, elles se disent que peut-être cette meuf, elle aussi, elle a énormément de choix, c'est un mannequin de 19 ans, donc en termes de... en fait, c'est comme les meufs qui finissent sur des yachts, etc. En fait, il y a aussi un côté où Leonardo DiCaprio et les hommes en général, pour avoir leur capacité d'attraction, oui, quand ils sont jeunes, ils peuvent compter sur le fait que c'est des BG, etc. Mais plus vieillissent, plus les femmes, elles ont des critères, elles cherchent vraiment des hommes, et donc elles cherchent des critères qui définissent le succès des hommes. Donc c'est toujours des critères qui passent par beaucoup de travail, le fait de surpasser tous les autres dans la compétition, d'être respecté par ses pairs, d'être quelqu'un qui a accompli des choses et qui a gagné le respect en fait des autres, et c'est ça qu'elle trouve attirant. Et dans l'autre cas, et quand on prend l'inverse, ce que les hommes trouvent attirant, c'est des femmes très jeunes qui en fait n'ont gagné que leur beauté innée, et bon, qu'elles ont quand même entretenue. Parce que c'est facile de devenir, de manger, de s'empiffrer, ou c'est facile de pas prendre soin de soi, etc. Donc elles l'ont quand même entretenue. Mais, je veux dire, des mecs qu'on pourrait qualifier d'incel, eux verraient le truc à l'envers et diraient ouais, bah Leonardo DiCaprio, il a fallu qu'il soit une superstar, c'est-à-dire un parmi je sais pas combien de millions, pour avoir le droit d'avoir des meufs comme ça. Et les meufs, au contraire, elles ont quoi ? Elles ont rien à fournir à part le fait d'être bonnes. Donc il y a aussi un côté d'inégalité. Et là où je veux en venir, juste, c'est que lorsque vous voyez le monde à travers le fait qu'on est inégaux, et que c'est injuste, donc, vous devenez malheureux et vous devenez aigri, que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Et en fait, là, on a surtout vu des femmes aigries qui n'envisagent pas que cette meuf de 19 ans, bah, c'est intéressant de son point de vue aussi. Bon, peut-être elle le trouve beau, peut-être qu'elle le trouve attirant, certainement même, et que elle en tire un bénéfice qu'elle aurait pas avec un mec de 19 ans. Quand elle va faire des allers-retours en jet, il y a un truc d'attirant, parce qu'en fait, et puis lui aussi, Leonardo DiCaprio, quelque chose de très attirant, parce que les hommes aiment être ce billet vers l'aventure pour les femmes. Ils aiment leur faire découvrir des choses, ils veulent les entendre dire ah ouais mais c'est incroyable ce que je vis avec toi, et ils veulent être
ce portail vers l'aventure, vers l'amusement, parce que girls wanna have fun, et c'est des choses que des mecs qui ont 19 ans vont pas pouvoir du tout lui offrir. Donc elle-même, qui a énormément de choix, et bah elle a choisi ce mec-là. Et jamais, en fait, ces féministes jalouses n'envisagent le fait que, de son libre arbitre, elle est très heureuse et très satisfaite, même si ce sera peut-être une relation courte, de plusieurs mois, de plusieurs années. Et en fait, voilà, c'est juste en fait insupportable, parce que les féministes sont devenues extrêmement haineuses depuis un moment, hein, mais ça le montre encore. Et oui, Leonardo DiCaprio, après, on peut juger son son mode de vie. C'est vrai que c'est un peu étrange de changer de meuf tout le temps, quoique, parce que quand on observe dans l'histoire, les mecs de pouvoir, qui sont vraiment les plus haut placés, bon bah, ils ont une reine, et puis ils ont des maîtresses, quoi. Et puis les maîtresses, bah, changent, elles sont choisies uniquement pour leur attirance physique, sexuelle, donc c'est évident que, bah, elles changent au fil des années, quoi. Et oui, on peut contester on peut commenter le fait que Leonardo DiCaprio ait choisi de ne pas se poser avec une femme, nanana, mais par contre, ça reste ses choix, et c'est drôle de voir des gens qui arrêtent pas de dire qu'on est tous libres de s'identifier à tout ce qu'on veut, d'avoir les relations sexuelles avec qui on veut, d'avoir des je sais pas quoi, nanana, de venir rager, de commenter la vie amoureuse d'un homme, tout simplement parce que elles sont très aigries qu'ils ne choisissent pas ce que la société leur a expliqué qui était valorisé, c'est-à-dire le fait d'avoir une carrière, le fait d'être importante, le fait de gagner, d'avoir un bon salaire, le fait de je sais pas quoi, mais qui valorise en fait uniquement, parce que c'est un petit peu ça, hein, Leonardo DiCaprio, uniquement la fraîcheur de la jeunesse, la beauté immédiate, et ce trésor en fait de valeur, mais ça les dérangeait pas, dans le sens inverse, quand les meufs qui avaient ce trésor, en étant extrêmement jolies et à des jeunes âges, pouvaient bénéficier de tous les partenaires qu'elles voulaient, et avaient le fin mot de l'histoire en permanence par rapport à leur relation amoureuse. Bref, c'était juste pour faire ce petit commentaire sur cette affaire-là. On va passer à la news, next news. Oui au droit à la paresse, rapporté par BFM TV. À l'Assemblée, Sandrine Rousseau plaide pour le droit à la retraite à 60 ans. La députée écologiste appelle à la diminution du temps de travail, au partage des richesses, ainsi qu'au ralentissement, blablabla. Pourquoi je voulais parler de ça ? Je voulais parler de ça parce qu'en ce moment, bon, moi ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai jamais compté sur l'État pour me filer aucune retraite, que ce soit, je fais absolument pas confiance. Et de toute façon, le moindre truc que l'État te file, vu la dégénérescence permanente d'année en année, c'est toujours de qualité exécrable. Donc je ne compte absolument sur personne pour m'assurer quoi que ce soit dans la vie. Et non, j'ai vu que les retraites étaient un sujet, alors j'ai pas forcément envie d'entrer dans le détail. Il paraîtrait qu'il n'y a pas d'argent, il me semble que c'est faux, que les caisses sont largement excédentaires, que les Français ont cotisé énormément, et que voilà, donc je crois que c'est un problème inventé. Ce qui attire mon attention aussi, c'est que c'est la énième réforme des retraites. Ça me paraît toujours délicat quand des sujets aussi... Enfin, ça me paraît toujours bizarre quand on en est à 20 réformes en 20 ans, si tu veux, c'est qu'à un moment personne ne trouve la solution et que c'est surtout de la merde. Et puis voilà, bon, le sujet m'intéresse pas plus que ça. Et donc, il y a eu, parce qu'évidemment, les gens, quand on leur propose... en fait, on propose de passer, je crois, de 63 à 65 ans la retraite, et non seulement les gens veulent pas, ce qui peut être défendable tout à fait, c'est pas le sujet en fait, c'est qu'ils se sont mis, l'extrême gauche s'est mis à dire bah carrément retraite à 50 ans, et le fameux droit à la paresse, blabla. Et donc le terme m'a interloqué, parce que a priori droit à la paresse, bon ok, et en fait apparemment ça vient d'un type qui s'appelle Paul Lafargue, hein, pas David Lafarge Pokémon, Paul Lafargue, je crois, et qui a inventé, qui a sorti un texte sur ce qu'il appelle le droit à paresse, qui consiste en fait à travailler 4 jours par semaine. Et ça m'a fait penser à un petit cuck qui apparemment était en master de philosophie, qui avait été interviewé, et qui, bon déjà, avait dit on travaille tous les jours pendant 4 heures, ce qui fait 24 heures par semaine, enfin bref, il y avait un problème de calcul dans son truc. Mais ça m'a surtout interpellé parce que j'ai vu un mec très jeune, finalement,
être déjà dégoûté par le travail. Et je voulais juste partager une réflexion en fait sur tout ça, sur le travail en France, et voir qu'en fait les gens sont malheureux. Et en fait, en essayant de réfléchir, je me suis rendu compte que les professeurs aujourd'hui sont malheureux parce que la plupart le faisaient normalement par vocation et se retrouvent avec une situation catastrophique dont ils sont en très grande partie responsables. Par leur volonté sans cesse de niveler par le bas, l'égalitarisme à outrance, blablabla, et j'en passais des meilleurs. Et le reste, en fait, des profs sont de plus en plus ne font même pas par vocation, mais par piste, voilà, on leur a dit de faire un truc, ils ont essayé de faire un truc, mais pas plus que ça, quoi. Si on prend les policiers, ils sont malheureux, parce que c'est difficile d'être policier aujourd'hui, parce que tu vois des trucs en permanence qui te mettent le bad, et tu finis par vriller. Les pompiers sont malheureux parce qu'ils sont maltraités, parce que... En fait, ce que je veux dire, c'est que toute la fonction publique est malheureuse, parce que soit ils sont dans des emplois où il y a peu de perspectives de progression, mais qu'ils ont eux-mêmes choisi par sécurité, donc c'est un peu la contrepartie, soit ils sont dans des emplois qui sont mentalement plus vivables, parce que le gauchisme permanent a amené ce pays à un cul-de-sac, et voilà, c'est à un moment, fallait se réveiller avant qu'il soit trop tard. Et bref, et donc j'ai examiné un peu tout ça, et je me suis dit, finalement, les gens les plus épanouis aujourd'hui au travail, c'est soit les gens qui sont dans le service, dans un certain type de service, et qui en fait sont dans l'aide aux gens, direct, parce que le service c'est de l'aide aux gens, et donc il y a vraiment un purpose, quoi, il y a un sens à leur métier, et c'est ce que le métier de professeur, d'ailleurs, policier, tout ça, c'est des vocations, ça devrait... Les gens devraient être épanouis dans ces métiers, ils le sont plus du tout parce que des conditions de merde. Mais dans le service, finalement, les gens ont des... Et puis aussi, ils ont des projets. Et je me suis dit, il y a deux conditions à réunir pour être épanoui dans son travail, finalement, c'est d'avoir des projets assez régulièrement qui changent, et ça, dans le service, il y en a souvent, parce que les contrats évoluent, il y a des nouveaux contrats, donc des nouveaux objectifs, donc des nouvelles missions, finalement, et c'est surtout d'aider les gens, d'avoir le sentiment de participer, à améliorer la société à sa mesure, de lui apporter quelque chose. Et donc on a certains métiers dans le service, et certains métiers, et en fait les métiers aussi dans le commerce. Donc ce qu'on appelle l'artisanat, etc., mais en réalité qui sont un commerce. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu réfléchi, mais en fait pourquoi les gens dans le commerce sont assez épanouis, ils sont pas du tout dans le fait de pas vouloir travailler, parce qu'en fait ils récoltent directement les fruits de leur implication. Et ça on le retrouve plus du tout, et à la demande en fait, parce que les gens demandent de la sécurité, de l'emploi, de trucs, donc en fait ils sont plus du tout, et ils te le disent souvent, je suis payé à faire mon travail, pas à mieux le faire. Et ça c'est terrible. Et tous les métiers en fait, de freelance, indépendant quoi, un peu, qui sont d'ailleurs les métiers soumis à la plus rude taxation, mais ça on y viendra dans la deuxième partie. Tous ces métiers-là sont les métiers où les gens sont les plus épanouis, où ils travaillent, justement, où ils travaillent le plus, sans compter les heures, etc., mais où ils sont plus épanouis parce que justement ils arrivent à avoir le fruit de leur travail, ils doivent développer d'autres compétences pour pouvoir vendre leur savoir-faire, donc il y a forcément quelque chose qui flatte leur ego, parce que quand vous arrivez à marcher, quand votre société marche, et que vous vendez un savoir-faire, c'est qu'il est reconnu. Quand vous vendez des produits, c'est qu'ils sont positifs, c'est qu'ils apportent du bonheur aux gens, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit des produits mobiliers, des produits matériels, quoi, ou des services. Donc on y revient des produits dématérialisés, donc des services. Enfin, même si les deux sont compatibles. Et donc, ça entre donc en directe opposition avec le concept de tous ces gauchistes que le travail est un fléau insupportable qui rend les gens malheureux, et qu'il faut limiter le plus possible, parce que ce petit cuck en master de philosophie disait « Moi je suis de gauche, et la gauche, elle a toujours, dans l'histoire, travaillé, a diminué le temps de travail. Donc, l'idéal de la gauche, c'est l'idéal de la diminution de temps de travail, donc c'est limite de plus travailler. » Et c'est en fait, et ces gens-là défendent, donc dans le droit à la paresse et compagnie, que toutes les heures qui ne seraient pas travaillées
Je vous explique la théorie que je comprends, parce que j'essaie toujours de comprendre ce que les gens veulent dire, je sais pas de dire c'est des gauchistes donc ils disent de la merde. C'est de comprendre ce qu'ils veulent dire, pourquoi je peux être d'accord, etc. Donc ils parlent de toutes ces heures donc de paresse qui seraient pas travaillées, qui leur permettraient de se recentrer sur eux-mêmes, sur leur famille, sur ceci, cela. Et c'est faux. Et c'est faux, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le temps libre qu'ils utilisent, ils l'utilisent déjà à profiter des fruits du travail des autres, de gens qui travaillent encore plus. Quand vous allez regarder des séries, il y a des mecs qui ont fait des tournages pendant des heures, des monteurs, des trucs, ils ont pas eu de droit à la paresse, ou en tout cas, pas encore. Vous allez profiter quoi? Dans des restaurants? Et les mecs, faut bien qu'ils taffent. Donc vous allez les exploiter dans des loisirs. Et ils nous font croire que les mecs vont aller méditer pendant 35 minutes par jour, se connecter à l'énergie de l'eau et au chakra de la nature, mais fils de pute. C'est absolument pas ce qu'on constate. Ce qu'on constate actuellement dans ton temps libre, c'est que tu n'en fais rien, et que tu regardes de la merde à la télé, et que tu regardes des séries en veux-tu en voilà, et que tu joues à des jeux, et que tu exploites la production. Ok, désolé, j'ai fait une petite pause, parce qu'il y avait un mec bizarre à la porte. Donc je vais juste faire le résumé bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros problème de gens malheureux dans ce pays, lié en grande partie au fait qu'en fait, pourquoi travailler, pourquoi ils se sentent inutiles dans le travail qu'ils font. Ils n'ont pas l'impression d'aider, de contribuer à quoi que ce soit, et surtout ils ont plus de projets, et on les entend beaucoup par exemple dire j'ai vu des espèces de mecs complètement émasculés, full estrogène, expliquer mais attends, mais pourquoi se faire chier toute ta vie pour... Ils voient vraiment en fait maintenant le travail, je dis pas que le travail c'est une partie de plaisir, pour plein de gens c'est chiant, il y a les transports et cela, mais normalement c'est censé te permettre de t'accomplir, de montrer aux gens que tu es capable de choses, etc. Et le problème c'est que j'imagine que le système ne récompense pas forcément les mecs qui se donnent le plus, et que c'est pour ça qu'on trouve tout cet épanouissement, on le trouve dans les gens qui partent en libéral, qui partent faire leur truc eux-mêmes. Et le problème, c'est que c'est un énorme risque à prendre, et qu'il ne paye pas souvent. Il faut vraiment s'en sortir et réussir. Et ça fait partie du jeu, il y a un équilibre entre le confort, entre guillemets, et que tu peux avoir en ayant un CDI salarié, et le risque et le non-parachute que tu auras si tu essaies de faire les choses toi-même. Et bref, et on voit beaucoup de gens qui en fait sont malheureux, n'ont l'impression de rien donner à la société, n'ont pas de projet, n'ont même pas d'estime d'eux-mêmes en se disant qu'ils vont participer à quelque chose de grand, de truc. Et finalement, on comprend pas, en fait, pourquoi est-ce qu'ils demandent 4 jours, pourquoi est-ce qu'ils demandent pas moins, pourquoi pas 3 jours, puisque d'un coup, leur temps libre va être utilisé à rentrer en cosmos avec leurs enfants, avec trucs, et pas du tout à regarder Netflix et à être gros, quoi. Alors que actuellement, c'est absolument ce qu'ils font de leur temps libre. Donc voilà, c'est une réflexion que j'avais par rapport à ça. C'est assez triste, honnêtement, et en fait, ça ne fait que tirer vers le bas. Non pas qu'il faille travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, mais d'ailleurs, moi, je sais que beaucoup de gens, quand ils partent à la retraite, ils sont angoissés, en fait. Ils sont angoissés parce qu'ils se disent, mince, c'est le début de la fin. Et il y en a, ils se laissent mourir, et leur état de santé, en 2 ans, empire. Donc, on voit, dans la réalité, c'est qu'il y a plein de gens, 2 ans après avoir pris leur retraite, ils ont pris 25 ans, et ils ont pris toute l'accumulation du stress qu'ils avaient dans la gueule, et finalement, leur droit à la paresse, à part les boomers qui font des croisières, leur droit à la paresse, en fait, c'est surtout leur dernière coupure de la vie sociale. Ils ont plus de vie sociale parce que leurs enfants viennent pas les voir aussi souvent qu'ils aimeraient, ou pas du tout, ceci, cela. Donc c'est triste de se rendre compte que beaucoup de gens envisagent, mais même souvent des gens qui n'ont jamais connu le travail d'ailleurs, envisagent le travail comme étant uniquement un fardeau, comme étant quelque chose qui doit se trimballer parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour pouvoir acheter des trucs, et que finalement acheter des trucs, c'est vraiment un truc de capitaliste, il faudrait qu'on fasse rien et qu'on respire de l'eau fraîche, quoi, et que l'État s'occupe de nous. Il y a un abandon de conduire sa vie qui, en fait, se traduit in fine là-dedans, et qui est présent dans tous les aspects de leur vie de merde. Donc je peux comprendre, et je suis ouvert à la discussion largement sur le sujet, j'aime bien avoir les expériences de chacun, et je peux comprendre la pénibilité du travail, bien sûr, mais il y a quand même un côté, si le travail est un tel fardeau,
c'est peut-être que le problème vient d'ailleurs que de la semaine de 4 jours ou je sais pas quoi, et j'ai vraiment l'impression que en fait, l'état d'esprit de ces gens-là a amené certains problèmes, et pour régler certains problèmes, ils vont encore plus loin dans leur philosophie. Donc bref, je sais pas exactement jusqu'où ils veulent aller, mais c'est pas... j'ai vu des gens malheureux, voilà. Et donc j'ai fait ce parallèle avec les gens que je considère être les plus épanouis dans leur travail, et c'est pas du tout les gens qui travaillent le moins. Et oui, la deuxième partie que je voulais avoir juste sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en fait l'État, dans le socialisme, punit, parce que la taxe est une punition, punit quelle partie de la population le plus ? Les libéraux. Donc les gens qui prennent le plus de risques sont en plus les gens les plus taxés, les plus étouffés, et aujourd'hui, en fait, tous ces métiers-là, ce qu'on appelle l'artisanat, mais c'est surtout du commerce. Parce que bon, dans la tête des gens, l'artisanat c'est quelque chose de positif, de merveilleux, mais le commerce c'est un truc d'enculé. Alors qu'en fait, l'artisan va chercher à vendre, et il tire justement de la grandeur et de la satisfaction lorsqu'il arrive à vendre son travail, vendre son savoir-faire, vendre la qualité de ses objets, etc. Et c'est eux qui en tirent le plus d'épanouissement, et qui travaillent le plus, et c'est eux qui sont le plus maltraités, taxés par l'État. Donc voilà, tout ça pour dire que en France, tout le monde est de plus en plus malheureux, et que c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de cet état d'esprit-là, quitte à se déconnecter avec tout ça pour se concentrer sur soi-même, et sur ce qu'on peut apporter dans sa vie, et comprendre qu'on pourra compter sur personne d'autre, et essayer de s'épanouir par rapport à son amour du travail, à son épanouissement dans son travail, parce que son travail a un sens, parce que son travail demande des compétences, son travail demande du travail pour être brillant et pour servir les gens. Donc voilà, c'est forcément c'est une réflexion qui est un peu simpliste, parce qu'on va pas la développer non plus trop longtemps, mais c'était juste une petite réflexion que j'avais sur tout cette espèce d'état d'esprit où en fait on a du mal à dire bah oui ils ont tort, oui c'est vrai qu'on n'a pas envie de se faire chier au taf, nanana. Le problème vient de plus haut que ça en fait, selon moi. Donc voilà, ça, mais toutes ces mentalités vont mener à des gens malheureux, à la dépression encore plus, donc voilà. De toute façon, on va passer directement à la rubrique numéro 3. On va parler d'Harry Potter et d'Hogwarts Legacy, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, le thème de la semaine. Cette semaine, on fait une spéciale Harry Potter, parce qu'il y a un jeu qui est sorti, qui s'appelle Hogwarts Legacy, donc qui reprend l'univers de Harry Potter, Poudlard, etc., l'héritage de Poudlard. Et il a fait parler de lui parce que, en fait, il y a des trucs avec J.K. Rowling, qui est l'auteur original de la saga Harry Potter. Donc, comme d'habitude, on va se fier à un article d'actualité qui est développé par Numérama. Numérama, c'est vraiment la référence du journalisme de merde. S'il y a besoin d'une référence supplémentaire, c'est vrai que la compétition est très rude. Donc je vous lis, le jeu Hogwarts Legacy déchire la communauté LGBTQ+, entre culpabilité et boycott. Une guerre civile chez les fans. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, la sortie d'Hogwarts Legacy le 10 février 2023 est un événement. Le jeu vidéo développé par le studio Avalanche était attendu de pied ferme par de nombreux fans de la saga Harry Potter depuis l'annonce de sa sortie en septembre 2020. Le jeu est à tel point populaire qu'avant même son lancement officiel, il a battu des records de visionnage sur Twitch. Mais Hogwarts Legacy n'arrive pas sur le marché de façon simple et triomphale, en grande partie à cause des propos transphobes tenus par J.K. Rowling, l'autrice des romans Harry Potter dont s'inspire le jeu. Que reproche-t-on à Hogwarts Legacy ? Pour bien comprendre ce dont il est question, il est essentiel de savoir ce qui est reproché à Hogwarts Legacy. Numérama a consacré tout un article aux nombreuses controverses qui entourent le jeu. Pour résumer, le titre est critiqué pour plusieurs raisons. La transphobie de J.K. Rowling. Bien que l'autrice n'ait pas pris part à la conception du jeu vidéo, et qu'il soit possible d'y incarner des personnages trans, sa proximité avec l'univers gêne beaucoup. Sa proximité, carrément. La meuf, elle a créé le truc, mais c'est vraiment sa proximité, quoi. Surtout, la vente des jeux rapportera de l'argent à cette dernière. La représentation des gobelins dans l'univers du jeu qui évoque une caricature antisémite, ces créatures sont décrites, je savais même pas, ces créatures sont décrites comme ayant un nez crochu et dirigeant les banques dans le monde des sorciers. Ce que certains médias voient comme des clichés à l'encontre, mais c'est des ouf. La situation des elfes de maison réduits en esclavage par les sorciers.
les premiers... je découvre. Les premiers extraits du jeu ne laissent pas penser qu'ils remettent en question leurs conditions de vie, ni qu'ils critiquent leur asservissement. Les propos misogynes de l'ancien lead designer du jeu, qui a depuis démissionné. Bon, je sais pas ce qu'il a dit. Voilà. Alors, du coup... Par où commencer? Alors, donc il y a le jeu Hogwarts Legacy qui est sorti. Avant la sortie de ce jeu, bon, je vais pas revenir là-dessus, Harry Potter, les fans d'Harry Potter sont quand même des grands enfants, et il se trouve que parmi les grands enfants, il y a un truc qui correspond bien à la mentalité d'adolescent éternel, c'est le fait de pas grandir, en fait. Le fait de pas grandir, le fait d'avoir trop de temps libre sur l'emploi du temps, le fait de pas avoir tellement de problèmes dans la vie qu'il se pose des questions bizarres. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte. Et donc, ce jeu est sorti, et donc, il y a eu une tentative de cancel par une certaine partie de la communauté, visiblement LGBT, Q+. Et le problème, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Donc on va revenir point par point. En fait, c'est exactement comme la Coupe du Monde de foot, mais ça a encore moins pris. C'est-à-dire que la Coupe du Monde de foot, tout le monde a baissé les bras parce que ça marche pas, en fait. On peut pas aller dire au Qatar qu'il interdit le drapeau LGBT parce qu'en fait toute la population concernée s'en bat la race, vraiment. Donc du coup ça a pas pris. Et donc on va remonter les trucs. Donc la situation des elfes de maison, j'avoue que j'ai explosé de rire. En fait, dans Harry Potter, pour ceux qui connaîtraient vraiment pas, il y a des elfes de maison qui sont un petit peu des personnages un petit peu difformes, et qui sont des esclaves. En fait, ils appartiennent à des familles de sorciers, et ils leur obéissent, ils vont faire les tâches à la con, truc. Et si tu veux les libérer, de ce que je me souviens, faut leur donner un habit, ou je sais pas quoi, une chaussette. Mais sachant que quand tu les libères, après, tu vois, c'est un peu dans leur état d'esprit, ils veulent quand même t'aider jusqu'au bout et être ton serviteur, tu vois. Donc voilà, je savais pas que c'était un sujet, mais visiblement les fans espéraient que les elfes des maisons ne soient plus des esclaves. Bon, intéressant. En fait, c'est vraiment ça, c'est la maladie mentale de ces gens-là, c'est-à-dire que ils sont en train de politiser absolument tout, et surtout ils essayent d'homogénéiser tous les univers à leur système de pensée, entre parenthèses de merde, ce qui fait que en fait, ils viennent s'inscrire dans un univers héroïque fantasy qui se repose sur des trucs hautement hiérarchiques, avec des catégories précises de personnages et de races, même on peut dire, séparés, avec des caractéristiques raciales, comme dans les jeux, dans tous les RPG, les World of Warcraft, les Dofus, même si c'est tous des humains dans Dofus, plus ou moins, dans tous ces univers-là, on a des attributs spécifiques à certaines catégories, et en fait, ces mecs-là, vu qu'ils sont, en disquette, mais on va leur donner le bénéfice du doute, dans leur mentalité par rapport à la société, ils sont en mode les clichés c'est de la merde, tout le monde peut être ce qu'il veut, nanana. Et ils viennent greffer cette idéologie qui, voilà, on va pas la discuter dans la réalité, mais pourquoi venir la greffer dans tous les univers? Tous les univers. Et ce qui fait la richesse et l'intérêt de tous ces trucs médiéval fantasy, et qui font rêver, et qui appellent au caractère aventurier des hommes et des femmes, parce qu'en fait tous ces cucks qui font rien de leur vie, tous les jeux vidéo capitalisent sur ces trucs génétiques qu'on a, c'est-à-dire l'appel à l'aventure, etc., l'envie de briller, l'envie d'avoir le meilleur stuff, de peser, d'être respecté par ses pairs, toutes ces volontés de statut en fait qui nous animent, en fait on les retrouve dans les jeux vidéo, et c'est ça qui font des bons jeux. Bon, c'est pas que ça évidemment, mais c'est ce qui contribue à construire les bons jeux. Et ensuite, en ce qui concerne les univers, je reprends par exemple le Seigneur des Anneaux, il y a les elfes, il y a les orques, il y a les trucs, et c'est hautement cliché, et les mecs sont hautement définis par la catégorie à laquelle ils appartiennent
à la naissance, donc ça c'est un truc qui les horripile, parce qu'ils sont très universalistes en fait, ces cucks, mais ils peuvent l'être dans la vraie vie, mais c'est sûr que dans les jeux vidéo, bon bah c'est éclaté au sol en fait, quand tu nais fils d'elfe de génération en génération, tu fais pas 1m20 et t'as les pieds poilus, tu vois, et t'as pas un appétit, enfin, t'as un appétit de merde, tu manges des demi-bouchées de pain, alors que les hobbits, c'est des mecs, des bons vivants, trucs, il y a des caractéristiques comme ça, et puis dans tout ce qui est Medieval Fantasy, il y a aussi des gens qui sont de manière innée corrompus, comme les hommes, et qui sont de manière innée méchants, comme les orques, des choses comme ça. Et dans Harry Potter, bah, on retrouve certains de ces éléments-là, les trolls. Je crois pas que dans Harry Potter, il y ait des trolls qui soient à Poudlard. À Poudlard, il y a que des putains d'humains, en fait. Il y a que des humains. Et à Poudlard, il y a des écoles, enfin, il y a des maisons, et même les maisons, c'est hautement cliché, c'est hautement réparti. T'as les mecs qui vont être courageux, qui vont aller à Gryffondor. T'as les mecs qui font des coups en douce et qui sont obsédés par l'ambition, qui vont aller à Serpentard. Les mecs qui sont juste des gens très studieux, qui aiment bien, qui valorisent l'intellect, qui vont aller à Serdaigle. Et les randoms qui aiment bien grignoter entre les repas et pas compter les points, parce que c'est ça, hein, pouf souffle, dans l'univers Harry Potter. C'est d'ailleurs pour ça que je comprends même pas qu'il y ait des gens qui choisissent. Faut vraiment être le dernier des fils de pute, mais après c'est pour se donner de l'originalité aussi. Les gens qui choisissent Poufsouffle, c'est justement pour se dire « Ah, je fais pas comme les autres, truc ». En fait, le livre est centré autour de Gryffondor et de Serpentard, parce que c'est les deux seules maisons qui pèsent, et puis t'as une sorte d'arbitrage au loin chez les Serdaigle qui vivent leur truc, et les Poufsouffles, c'est les mecs, on compte même pas les points de leur maison. C'est ça qui se passe dans Harry Potter, c'est qu'il y a une compétition sur les points. Chaque maison gagne des points, nanan. Et justement, Gryffondor, c'est un peu les Tchads qui vont gagner tous les ans, alors qu'il y a des injustices de ouf, parce que les Serpentards trichent. Et Poufsouffle, ils sont hors compétition, ils cherchent même pas à marquer des points, t'sais. Ils savent même pas qu'il y a des points, ils passent leur temps à avoir des occupations de random, en fait. Poufsouffle, c'est vraiment... Les mecs, on leur donne l'accès à la magie, au supernaturel, et ils continuent à mettre des pulls de Noël comme les Weasley, ils continuent à avoir une vie de moldu, en fait. Bref. Et donc c'est hautement... Harry Potter, l'univers se base sur l'élu, donc il y a un caractère inné, se base sur la compétition, la récompense des mecs qui se donnent le plus. Enfin, c'est à l'opposé de toutes les valeurs universalistes et égalitaristes de merde de tous ces gens-là, d'ailleurs, au passage. Et donc ça me fait rire, en fait, j'apprends que les mecs trouvent ça inadmissible qu'il y ait les gobelins. Donc les gobelins, c'est vrai que je connais pas l'origine de la création des gobelins, mais c'est un truc... En fait, c'est des gens qui vivent dans les caves, à compter, obsédés par l'argent, et qui ont donc des déformations. J'imagine que les déformations physiques sont liées à leur caractère avide, etc. Donc après, si c'est des caricatures, ça j'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, tu vois, ça vient de là. Et ensuite, on remonte à l'origine, donc la transphobie supposée de J.K. Rowling. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a dit, J.K. Rowling ? Elle a dit... en fait, voilà, J.K. Rowling est une féministe totale, on va dire, et forcément, quand t'es féministe, tu défends l'égalité, non pas en droit, parce qu'elle existe déjà l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, tu défends l'égalité des salaires, qui est une arnaque, et tu défends l'égalité tout court, en fait, entre les hommes et les femmes. Tu dis, bah je vois pas pourquoi les hommes et les femmes seraient différents, truc. Et alors, elles sont plus ou moins capables, sauf pour les plus hystériques d'entre elles, mais en général, l'hystérie féministe d'égalité s'arrête au moment des compétitions sportives, hein. Elles tiennent pas, sauf les débiles, à faire de la mixité. Donc elles reconnaissent souvent que, enfin, quelque chose de base, c'est-à-dire que physiquement on n'est pas pareil, biologiquement on n'est pas pareil. Mais le problème, c'est qu'elles ne reconnaissent pas que hormonalement on est différent et que ça a des implications bien au-delà de simplement nos expressions sexuelles et nos expressions musculaires, etc. Moi, par exemple, je défends l'idée que nos différences vont jusqu'à la projection dans l'avenir, notre mentalité, notre façon de réfléchir, les choses qui nous donnent envie dans la vie, et que tout ça, peut-être que c'est défini uniquement par les hormones. Moi, je pense que c'est encore plus compliqué que ça.
et donc on est différent mentalement, je sais pas, dans tous les aspects de nos vies, qu'on n'a pas les mêmes ambitions de vie, etc. Forcément, ça c'est un truc qui est giga tabou, mais qui va sauter et qui sautera au moment où tout ça va arriver au cul-de-sac, où ça arrive déjà. Et donc forcément, quand on défend cette égalité totalitaire, en fait, totale entre les hommes et les femmes, on en vient à dire, mais alors, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, finalement, à quoi bon, y a plus rien qui définit le truc, et ça finit en 15 000 identités de genre, en gros. Et J.K. Rowling, vu que c'est une féministe, elle voit les hommes en fait, ce qu'on appelle les femmes trans, ou je sais pas quoi, enfin, en gros, les hommes qui deviennent des femmes, elle les voit comme pas des escrocs, mais des gens qui viennent s'accaparer et se greffer et enlever la souffrance, l'exclusivité de la souffrance aux femmes qui vivent des injustices, des inégalités, ceci, cela. Et donc elle dit, bah non, nous les femmes on souffre vraiment pour ceci, cela, on souffre pour nos règles, je sais pas quoi, bon c'est pas ce qu'elle dit, mais... Et donc elle a dit, les personnes qui ont leurs règles, c'est des femmes, arrêtez en fait de priver les femmes de cet élément qui les caractérise, et qui entraîne tellement plus de choses, comme par exemple la capacité d'avoir des enfants, parce que en fait c'est ce qui définit les combats féministes. Donc en fait ce serait un petit peu, elle voit ça d'un mauvais œil, parce qu'elle voit les combats pour la reconnaissance des femmes être mis en danger par le fait que les genres soient mélangés, que tout le monde s'identifie à tout le monde. Ceci dit, elle a rien dit de plus, et elle défend les gens qui peuvent être ce qu'ils veulent, et qu'il faut pas les harceler ou quoi à ce propos-là. Évidemment, moi je pense pas de manière très différente. Je suis pas pour le fait de faire subir aux gens des choses, je suis pas pour le fait de les torturer psychologiquement. S'ils veulent se sentir quelque chose, ils se sentent ce qu'ils veulent. Moi après, c'est au moment où ils commencent à faire un délire avec leurs pronoms, et en fait à imposer aux gens ce que on pourrait assimiler, si on était mauvaise langue, à une forme de jeu de rôle. Et moi, je pense que ça concerne énormément les adolescents, parce qu'il y a un côté jeu de rôle, il y a un côté emploi du temps pas assez rempli, il y a un côté envie d'attirer l'attention, il y a un côté je trouve que c'est original, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, et il faudra expliquer en fait un jour pourquoi, comme par hasard, c'est la population adolescente qui est la plus concernée par ces questions-là, qui est surreprésentée dans la catégorie. Pourquoi, quand on voit des gens de plus de 40, de plus de 50 ans faire des transitions très régulièrement, on a des rapports de police sur ces gens-là pour d'autres actions, je pense qu'il y a un truc. Et ça, donc ça me dérange quand quand ça laisse libre cours à la méchanceté des personnes pour harceler, pour exiger des choses. Ouais, je veux être considéré, je veux que tu m'appelles elle. Tu as le droit de sentir ce que tu veux. Par contre, genre moi aussi, j'ai le droit de fous-moi la paix, en fait. J'ai le droit de t'appeler. On a inventé le vocabulaire pour décrire les choses qu'on voit, les choses qu'on perçoit. Si on peut plus utiliser nos mots pour décrire la réalité, et c'est exactement ce qui se passe actuellement, en fait, on nous empêche de décrire la réalité avec les mots, c'est là qu'est le contrôle de la parole, bah en fait on devient des coquilles vides capables d'encaisser des informations contradictoires dans notre cerveau, et du coup on devient complètement manipulable. Donc ça me dérange, et puis évidemment ça me dérange hautement quand ça commence à être de la propagande, notamment dans la jeunesse. Et toujours le cheval de Troie qu'ils expliquent pour justifier ça, avec leur lecture de Drag Queen et compagnie, c'est pour les sensibiliser à ça, et qu'ils deviennent moins harceleurs, et qu'ils acceptent les différences, je sais pas quoi. Et il y a aussi une obsession chez les enfants, qui est que dès qu'un petit garçon va, je sais pas, aimer Stella de la Patte Patrouille, ou va aimer un truc en rose, d'un coup, ils vont le harceler et le faire « Mais t'es sûr que t'es un petit garçon ? Tu sais, tu peux être une petite fille, tu sais, ça peut être bien, je sais pas quoi. » Et en fait, laisser les enfants être des enfants. Tous les enfants ont toujours joué à la poupée, garçon ou fille, tous les enfants ont toujours joué à la voiture, garçon ou fille. Il y a certes, c'est vrai, des orientations et des comportements qui sont souvent différents chez les petits garçons, chez les petites filles, mais quand les adultes se mêlent du truc, j'assimile ça, moi, à du détournement de mineurs, voire à la pédophilie, mais c'est peut-être un mot un peu trop grand, mais c'est clairement du détournement de mineurs, parce que, et quand ils vont chez les ados, même les ados,
En fait, c'est pas pour rien qu'il y a des lois contre le détournement de mineurs, c'est parce que on juge que ces gens-là, jusqu'à un certain âge, environ 16 ans, on va dire, ne sont pas aptes à prendre des décisions, sont très influençables, sont très manipulables. Et chez les adolescents en particulier, il y a ces questions sur le genre. Enfin, sur le genre. Forcément, quand on met des mots là-dessus, ça devient ça. Mais honnêtement, c'est pas tellement des questions, c'est juste qu'on commence à grandir, on commence à avoir un changement hormonal puissant, et on commence à se demander, à avoir des questions sur qui on est, en fait. C'est pas sur son genre, sur son identité, qui on est en train de devenir. Et ça s'arrête là. Et ces choses-là sont... La preuve en fait, c'est drôle parce qu'on évoque toujours le fait que le genre est une construction sociale. Construction sociale, c'est en fait la société qui éduque et qui transmet des choses qui favorisent en fait que ces choses se produisent. Et donc, pour soi-disant contrecarrer ça, on fait une autre construction sociale, sans que ça en soit une. D'un coup, ça n'est plus une construction sociale, où on explique aux gens, non, t'inquiète, si t'as des questions sur ton identité, c'est forcément que... c'est certainement que tu peux devenir ce que tu veux, je sais pas quoi. Et les mecs, je pense que ça leur crée des volontés propres aussi à l'adolescence et à la volonté d'attirer l'attention, propres à la volonté de se sentir unique. Au lieu de se sentir unique par leur prouesse, par leurs accomplissements, par leur production, où il n'y a pas souvent la place en fait à cet âge-là d'avoir des choses qui te font sortir du commun, et bah ils vont essayer de se sentir uniques et de se sentir originaux, comme il y avait des gothiques au lycée, comme il y avait des trucs, comme il y avait des gens qui avaient des skyblogs, là ils vont faire ça, et bon c'est un truc qui va passer. Mais le problème c'est qu'on arrive à un sujet en fait qui est clé et qui est sans cesse au centre de tout ce qui se passe en ce moment, c'est la mutilation. Il y a énormément de choses où on assiste à de l'autoflagellation, de l'automutilation. Et ça donne quoi? Ça donne aux États-Unis des thérapies hormonales. Il y a des enfants qui se font couper avec l'appui des parents complètement fous. Ils se font couper le pénis, ils se font greffer même certains des pénis. Donc j'explique parce que vous étiez peut-être pas au courant. Il y a une opération qui consiste à prendre de la chair au niveau de l'avant-bras, c'est pas le scarifier, c'est qu'on va quasiment jusqu'à l'os. Donc il y a une partie de l'avant-bras qui a disparu pour en faire un pénis. C'est Frankenstein, là, c'est la fin de l'humanité, là, c'est écœurant de mutilation, c'est quelque chose dont on se souviendra. Il y a les traitements hormonaux, qui consistent à bourrer de stéroïdes, de testo les petites filles, en gros, qui veulent faire une transition, ou à bourrer de bloqueurs de puberté les ados, trucs, complètement hardcore. Et c'est des gens qui, en plus, le jour où ils le regrettent, c'est pas un tatouage, hein. C'est pas un tatouage de jouer avec les hormones, de jouer comme ça toutes les œuvres, toutes les réflexions philosophiques autour du sujet de l'homme qui se prend pour Dieu, ça finit toujours très mal. Et là, de toute façon, on peut le mesurer sans avoir besoin de recul. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les gens font ce qu'ils veulent, mais forcément, quand ça tourne à la propagande, c'est hautement désagréable, et on voit que ça ne fait que ça. Et on en arrive à une année 2023 où je passe pour un énorme réac à dire que, bah oui, les femmes, elles sont enceintes, oui, c'est mieux que la maman soit avec le bébé, et c'est pour ça que moi, je défends un point de vue qui est assez radical, qui est « fermez tous vos gueules ». J'ai plus le temps, fermez tous vos gueules. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire tout ce que vous kiffez, et moi, je vais faire tout ce que je pense juste, et puis... rendez-vous dans 10 ans, en fait. Rendez-vous dans 50 ans, et puis on va voir qui passe pas. Il se trouve que moi, ça me fait de la peine. C'est ça le truc, c'est que il y a un moment, faut se désensibiliser. Mais moi, c'est vrai que ça m'a toujours fait de la peine de voir, notamment la petite, la meuf qui a 19 ans, ou je sais plus quel âge, 22 ans, qui s'est fait ligaturer les trompes. Des choses vraiment très violentes comme ça. Et donc, pour me rassurer, mais c'est du cope, hein, je suis en copium, c'est de la drogue juste pour apaiser mon âme et passer à la suite. Parce qu'il faut sortir aussi de cette projection de ses propres valeurs et de ses propres ambitions de vie, etc., sur le reste du monde, pour être sans cesse déçu et faire mince, mais c'est tellement du gâchis. À un moment, pour me protéger mentalement, je me suis dit, mais en fait, qu'ils aillent tous se faire enculer, s'ils veulent crever, qu'ils crèvent, truc... Faites votre vie, si vous êtes persuadé de faire les bons choix, bah c'est nickel, et allez-y à fond, et moi je vais faire pareil. Et en fait, le truc c'est que on n'a pas besoin de prendre même 1 an pour se rendre compte à quel point ils sont trompés, et que moi j'ai pris les bonnes décisions.
Mais ça veut pas dire que je suis pour que les mecs soient tués ou je sais pas quoi, ou soient harcelés, ou soient victimes de... Mais par exemple, typiquement, quand les mecs insistent pour aller pisser dans les toilettes de l'autre sexe, à un moment, stop. Et puis surtout, on arrive à encore cette dissonance cognitive entre le fait que, soi-disant, les genres sont des constructions sociales et il n'existe pas que hommes et femmes. Et qu'est-ce qu'ils font, en fait, ces gens-là? Dans un premier temps, tu leur dis, bon, ok, tu te sens de l'autre sexe, et en fait, ils poussent le truc tellement loin qu'ils vont aller mettre des robes, par exemple, se maquiller, mettre des cheveux longs. Donc, ils prennent les aspects esthétiques propres aux clichés qu'ils étaient censés dénoncer de la femme. Ils vont jusqu'à prendre les hormones de la femme. Mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui t'empêchait d'être une femme si t'avais... sans avoir recours à ça? Pourquoi aller jusqu'à la chirurgie? Pourquoi c'est cela? Il y a un réel truc qui me dérange. Et puis il y a un côté, on n'arrête pas de prôner le body positivisme et l'acceptation de soi, et on n'arrête pas de prôner le changement, la transition. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. On peut avoir des transitions psychologiques qui sont pas des transitions, en fait, qui sont, si on veut admettre le truc, qui sont des accomplissements de soi-même, des réalisations de ce qu'on se sent réellement, blabla. Ça passe juste par une réflexion interne, ça passe pas par des éléments extérieurs qu'on veut rajouter. Ça passe pas forcément par ça. Et surtout, le concept de leur body positivisme et de l'acceptation de soi, c'est d'attaquer la chirurgie esthétique, c'est d'attaquer ce qu'ils appellent les stéréotypes ou les contraintes sociales liées à la beauté, je sais pas quoi, hein. C'est pas pour défendre le fait que... c'est très étrange, en fait. Et après, ils disent, bah, c'est du libre choix, etc. Bah, je croyais que quand on avait le libre choix de faire de la chirurgie esthétique, c'était mal parce qu'on avait été victime des injonctions capitalistes à la beauté. Donc il y a des choses qui ne tournent pas rond chez tout ce beau monde, parce que ils défendent tout et le contraire selon si ça les sert ou pas. Et donc, c'est un truc qui mène à un cul-de-sac parce que ça repose sur des... C'est un modèle théorique, comme de la physique, qui repose sur des choses qui, en fait, quand on les met quand on les met, dans la réalité, ne tiennent plus, en fait. Et donc oui. Et maintenant que j'ai fait cette introduction, il faut parler des streamers. Des streamers qui vont jouer aux jeux vidéo. Et il y a quelque chose qui me déplaît énormément. Ça me dérange pas qu'un streamer joue au jeu et disent c'est bon, cassez pas les couilles, écoutez, parce qu'en fait c'est quoi la réalité? Si cette polémique elle concernait quelque chose où ça concerne plus de monde, avec plus de pouvoir, et surtout que ça convaincrait plus de gens, comme je sais pas si J.K. Rowling elle avait dit un truc giga raciste sur les noirs, je sais pas quoi, et les elfes des maisons, je dis un truc comme ça. Est-ce qu'il y aurait eu ça? Est-ce que les gens auraient suivi autant? Est-ce qu'ils auraient boycotté le jeu? Je me pose la question, si on transfère le truc. Parce qu'en réalité, moi je pense que les streamers qui y jouent, c'est juste qu'ils en ont rien à foutre, en fait. Ils voient rien de problématique à dire que des femmes ont leurs règles, et c'est tout à fait dans leur droit d'avoir cette opinion hautement réac, n'est-ce pas? Et donc ça me gêne pas qu'ils disent, mais fermez tous vos gueules, il y a R, elle a le droit d'avoir ses opinions, si ça vous plaît pas, bah il y a plein de gens qui ont des opinions différentes et qui font des trucs, on s'en fout en fait, si ça vous plaît pas, et c'est du totalitarisme de vouloir imposer à chaque personne votre opinion, et sinon vous la harcelez. Parce que si vous êtes pas content, vous achetez pas le jeu, et basta, mais vous faites pas chier les gens qui sont de cet avis-là, parce que sinon ça veut dire que vous êtes contre la pluralité d'opinions. Et oui, c'est une opinion, parce qu'ils vont le transformer en délit là, bientôt, parce que ça, c'est comme ça que ça commence. Et c'est normal. Par contre, quand on voit des streamers, il y a deux cas de figure qui nous cassent les couilles toute l'année avec leurs idées woke de merde, et qui, parce que là, en fait, c'est le jeu à la hype, et qu'il faut surtout pas le louper, et que, parce qu'en fait, ils obéissent à l'offre et à la demande, et qui, comme ils ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout de leur... ils sont un peu sentis un peu solo et un peu cons de boycotter la Coupe du Monde, bah là, ils ont pas les couilles d'aller jusqu'au bout et de se sentir solo et un peu cons de boycotter Harry Potter. Surtout que c'est un truc qui est vachement demandé, la preuve ça a fait des records d'audience sur Twitch. Tout le monde voulait voir à quoi le jeu ressemblait, d'ailleurs il est plutôt pas mal. J'ai regardé un stream de Jiraya, il est plutôt pas mal. Donc on a ces gens-là qui vont nous casser les couilles toute l'année, et puis le jour où ils sont mis en face des réalités, on va dire économiques, et ils veulent pas être mis sur la paille, alors que les hypes des jeux ça dure jamais plus qu'une semaine, hein, et ils vont le faire quand même, et puis ils vont dire ouais mais J.K. Rowling c'est quand même une grosse conne, je sais pas quoi. Et ça m'exaspère en fait.
Et pire étant ceux qui ne pensent même pas, qui vont... J'ai vu des streamers dire ouais, J.K. Rowling est une grosse conne, mais il faut quand même séparer le jeu, c'est des équipes qui ont travaillé, je sais pas quoi. Mais pourquoi s'essuyer les pieds de manière si facile sur J.K. Rowling alors qu'elle a dit quelque chose de... Enfin, je sais pas tout ce qu'elle a dit, mais elle a rien dit et elle a jamais dépassé ces choses-là. Donc c'est absolument désagréable de voir des mecs s'essuyer les pieds tout en profitant du truc. J'aime pas les gens qui jouent sur tous les tableaux pour se faire bien voir et pour avoir le beurre et l'argent du beurre, j'ai horreur de ça. Et je comprends les LGBT graves déter qui pardonnent rien. C'est bien, ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Mais je préfère les mecs qui assument les choses, plutôt que les mecs qui jouent sur les deux tableaux, qui font ouais, de toute façon c'est une conne, mais après il y a toute une équipe qui joue, qui a travaillé sur ce jeu. Allez, ta gueule, ta gueule. Il faut aller jusqu'au bout de son boycott quand on croit vraiment aux choses. Donc ça, c'était un petit peu la réflexion que j'avais par rapport à cette affaire et par rapport au sujet lui-même de tout ça. Et en fait, les streamers, ça les agace parce que je le crois sincèrement, je crois vraiment ça n'existe pas, ou ils sont très très peu nombreux. Personne n'a envie de faire du mal aux personnes trans, en fait, aux gens qui se sentent ceci, cela. Personne ne les déteste fondamentalement. Les gens veulent simplement qu'on leur foute la paix, et qu'on foute la paix à leurs enfants qui n'apprennent déjà rien à l'école. On comprend pas pourquoi il y a ce forcing. On comprend pas pourquoi il y a ce forcing en permanence et qu'on essaye de nous culpabiliser parce que nous, on a des idées différentes, qui sont en fait des idées qui ont porté l'humanité sur des siècles, des millénaires, et ça va, ça a fait ses preuves, c'est plutôt correct, et c'est surtout très très majoritaire. Encore heureux, en fait, sinon il y aurait pas de suite. Et donc, c'est pour ça que les mecs sont en mode... Moi, pour déconner, j'ai dit vous êtes transphobe, parce que j'aime bien les faire chier, mais ils sont en mode, mais c'est juste que j'ai une opinion différente, j'ai pas envie de tuer... vraiment, ils ressentent pas de haine ou quoi. Et pourtant, en fait, c'est ça le danger de ces idéologies totalitaires, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes forcément qualifié de transphobe. Si vous n'êtes pas d'accord avec le truc du Covid, anti-vax, anti-science. Si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, cela, extrême droite. Si vous n'êtes pas d'accord... Et c'est comme ça en fait que tous gagnent du terrain. C'est une stratégie, c'est une stratégie pas argumentative, mais c'est une stratégie idéologique très simple qui porte ses fruits et qui fonctionne sur la lâcheté des gens. Et la lâcheté des gens commence quand ils disent ouais, J.K. Rowling de toute façon c'est une conne, mais c'est à ce moment-là. C'est le moment où les gens en fait abandonnent leur truc. C'est bon, dites que vous avez une opinion différente et arrêtez de faire les victimes parce que quand vous allez perdre du terrain, ce sera trop tard. Et moi, je m'en bats les couilles, parce que vu que je suis pas une salope, j'ai dit depuis le début ce que je pensais de tout ça, et j'affirme mes opinions. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi? Je vais finir 80e du classement Spotify au lieu de premier? Et alors, et après? J'affirme mes opinions parce que j'estime que ma plus grande liberté, c'est celle de communiquer ce que je pense, c'est celle de confronter mes opinions et mes idées, et je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le moment où vous arrêtez, où vous êtes privé de la description du réel et de ce que vous voyez parce que vos mots sont interdits, vous finissez complètement dominé, complètement domestiqué, et ça ne peut que se répercuter sur d'autres sujets et d'autres sujets et d'autres sujets jusqu'à ce que votre vie entière ne vous appartienne plus et que vous soyez privé de décrire quoi que ce soit que vous voyez parce que vous avez peur de ceci, cela. Et c'est votre faute parce que par votre lâcheté, vous contribuez au renforcement de ces idéologies-là, au fait qu'ils prennent de plus en plus de place, au fait qu'on se tape la honte à l'international, n'importe quel peuple encore qui a toute sa tête se dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, et que en fait vous scellez vous-même votre cercueil. Donc je tiens quand même à le dire, ça ne fera rien changer, mais c'est tant pis. Voilà, tant pis. Et les gens les plus libres sont les gens qui, comme moi, se seront libérés de tout ça, avec les sacrifices que ça amène, mais le plus tôt possible. Parce que vous n'y échapperez pas à la catégorisation, et tant que vous n'aurez pas mis 5 genoux par terre, et le front, et la langue, et à plat, vous ne serez toujours trop problématique. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à comprendre, et il va falloir commencer à anticiper votre futur d'esclave mental, parce que
comme je vous le dis, si vous avez jamais le droit d'exprimer quoi que ce soit et que vous êtes tout de suite catégorisé comme étant un criminel en fait, ou quelqu'un à bannir de la société, et bah ça risque pas de donner des sociétés très heureuses. C'est tout pour cette rubrique numéro 3, on passe à la rubrique numéro 4 et Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4 et Raptor, donc ça c'est les questions que vous me posez sur Instagram, @RaptorPodcast, vous me les posez tous les samedis, et on en fait une petite sélection avec l'équipe, et j'y réponds à certaines, donc toujours en... c'est pas anonyme, parce que voilà. Donc on a Playboy Fatty, qui me dit « Yo Raptor, quelle sera ton approche sur la relation de Mars avec les jeux vidéo ?» C'est une bonne question, ce qui compte c'est de pas tomber dans l'addiction, et ça peut venir très rapidement parce que les bons jeux sont créés pour te redonner envie. Vous savez, vous êtes peut-être pas au courant, mais un des trucs qui fait qu'on a envie de revenir sur une action, sur un projet, c'est le sentiment d'inaccomplissement. C'est qu'on veut finir... Par exemple, il y a des écrivains qui, quand ils font des pauses, font la pause en plein milieu d'une phrase. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est pas des conneries, hein, le cerveau est obsédé par l'envie de finir cette phrase. Et donc, en fait, ils vont très vite revenir à finir cette phrase, c'est ça les... Vous savez, les trucs qui nous stressent, là, qui nous crispent. Et les jeux vidéo sont basés sur ça, c'est pour ça que c'est des quêtes infinies. Bon, moi, ça me gonfle. Aujourd'hui, je peux plus me taper des RPG où le truc est infini, je veux un truc linéaire au possible. Alors que ce qui fait la richesse, la qualité d'un jeu, c'est souvent justement qu'il est pas linéaire, enfin, ça dépend. Donc, ouais, ça repose sur ce truc d'addiction. Donc, c'est sûr qu'il faut pas tomber dans l'addiction. Je pense que j'ai déjà parlé de jeux vidéo et j'ai déjà parlé de des bénéfices que ça a sur le cerveau, sur plein de choses. Donc il y a ça, il faut aussi qu'ils gardent en tête qu'il faut avoir de la discipline. Il y a le côté aussi, il faudra mériter avant de pouvoir se faire plaisir, il faudra d'abord avoir donné. Il y a ce genre de choses-là. Et puis on verra bien, on verra bien, c'est sûr que... J'espère que... Moi, pour l'instant, s'il y a des jeux, je préfère que ce soit des jeux vidéoludiques. Enfin, vidéoludiques. Je sais plus c'est quoi le mot pour dire, en gros, interactifs, qui te font apprendre des trucs à la Hadibou, quoi. Ça me dérange pas, ce genre de choses. Là, il a un livre interactif, c'est pas un jeu, mais voilà. C'est pas un jeu vidéo, mais c'est sûr. Mais je sais pas. On verra bien. Honnêtement, c'est de l'improvisation, hein, le métier de parent. Tu peux pas tout... De toute façon, rien ne se passera comme tu l'as prévu. Et le but, c'est d'être assez équilibré, tout en perdant pas de vue les objectifs. Voilà. Ensuite, on a une question de Benjamin PLSO. Tu veux pas sortir un livre ? Alors non, j'ai pas 30 ans. Je trouve que sortir un livre avant 30 ans, c'est vraiment... à moins d'être un surdoué ou un mec qui a vécu 1000 trucs, bof. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à raconter, mais j'attends de gagner en expérience de vie, en maturité, en sagesse. Il y a plein de choses encore, j'ai plein de choses à vivre avant d'écrire des choses. Mais par contre, le jour où je vais écrire quelque chose, j'ai beaucoup de choses à raconter. Énormément. Justine DSB, est-ce que tu penses sponsoriser des athlètes avec Raptor Nutrition un jour ? Un jour peut-être, c'est pas encore d'actualité. Je fais les choses dans l'ordre. Mais après, si un athlète, en fait, réunit des gens sur les réseaux sociaux, donc devient en quelque sorte influenceur, là, évidemment, c'est stylé. Mais sinon, dans des compétitions d'athlètes ou quoi, en général, faut être une très très grosse marque parce que ça donne pas forcément de bons retours sur investissement, c'est plutôt des projets annexes. Donc faut faire les choses dans l'ordre. Nick Enderleck qui me dit « Que fais-tu quand ton esprit de compétition est mal vu par des amis qui n'en ont pas ?» En fait c'est simple, il faut comprendre que dans son entourage, il y a des gens avec qui il faut parler de certains sujets et pas d'autres. Et il y a des gens, tu les aimes et ils te font rire pour certains côtés, pour certains trucs, mais peut-être que c'est pas les bonnes personnes avec qui parler de certains sujets, tout simplement. Donc ils vont être écartés naturellement de ces sujets-là, enfin faut les écarter de ces sujets-là parce que ils vont pas te tirer vers le haut, mais ça veut pas dire qu'il faut les écarter tout court parce qu'il y a certainement plein d'autres trucs. Mais après, en règle générale, le temps éloigne les gens qui sont pas sur la même longueur d'onde. Donc voilà tout ce que je peux te dire à propos de ça.
Alex 1001 qui me dit comment faire pour arrêter du jour au lendemain les Uber Eats, la diète plus dure que le sport. Oui, bah c'est évident parce que la diète c'est plusieurs fois par jour, tous les jours, et c'est combattre un manque, enfin une envie que le sport, t'as pas d'envie particulière à part l'envie d'en foutre, et puis c'est 1 heure ou un truc du genre, plusieurs heures dans la semaine, grand max quoi. Donc ça a toujours été plus dur, et c'est pour ça que c'est toujours ce qui a fait la différence entre les mecs qui atteignaient leurs objectifs et les gens qui tournaient autour du pot, quoi. Et alors, les gens te diront de désinstaller l'application, mais d'expérience, ça marche pas du tout même. Ça marche pas parce que tu vas la réinstaller, en fait, tu vas la réinstaller sans pitié, et ton compte, il sera toujours enregistré, etc. Ça va te prendre en gros 10 secondes. Donc moi, je pense que il faut que tu identifies à quelles occasions tu fais des Uber Eats, pourquoi, et que en général, c'est parce que t'as la flemme de faire à manger. En numéro 2, c'est parce que ce que tu fais à manger, et c'est aussi difficile, c'est que Uber Eats, tout est bien cuisiné et tout, et le moment où toi tu vas faire à manger, bah ce sera fade, ça manquera de talent, quoi. Parce que soit tu vas y passer du temps à cuisiner, soit bah tu vas pas te faire chier, et voilà. Donc il faut que tu identifies ces choses-là, et que tu rendes l'alternative, que tu facilites le plus possible l'alternative à Uber Eats. Donc tu vois, tu peux commencer en te disant, bon bah ça me fait chier de faire cuire du riz, faut faire bouillir l'eau, nanana, je vais acheter du riz express qui se réchauffe tout seul, qui est déjà cuit. Ça peut te faire gagner du temps, et tu peux implémenter ça pendant plusieurs semaines, le temps de faire une sorte de transition vers un truc plus compliqué. Enfin plus complet, pardon. En gros, il faut que tu simplifies ton accès à la diète par des aliments faciles à cuisiner, faciles à ingérer, ou alors des aliments qui ont pas mal de goût. Donc il faut que tu procèdes en étapes, parce que si tu essayes de faire le truc trop dur, c'est que t'es pas organisé, et puis aussi il faut avoir un plan nutritionnel. Ça me paraît évident, parce que sinon, je vois pas comment tu vas arriver à n'importe quelle heure de la journée, tu sais pas quoi manger, truc, bon j'ai faim, truc, bon ça va pas tenir. Donc donc voilà pour te répondre, et puis à la fin de la journée, tu pourras faciliter autant que tu veux le process ou quoi, il y a un moment où ça va dépendre juste de ta volonté. Ça va dépendre de ta volonté, et sache que la volonté est drastiquement diminuée quand tu commences à avoir faim. Donc évite d'attendre quand t'as faim, parce que ça va mal finir, et que c'est tellement facile, c'est encore une fois, c'est de la récompense immédiate, c'est tellement facile de commander un truc, et puis, je sais pas, sinon motive-toi par l'argent que tu peux économiser, ce genre de choses. Voilà tout ce que je peux te dire, mon pote. Donc là, on passe à la rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. On commence donc toujours en anonyme, vous m'envoyez les DM le samedi, et on les traite, on les sélectionne, et ensuite j'essaie d'y répondre. Message pour le courrier des lecteurs. Salut Raptor, je suis une fille de 23 ans. Je fais de la muscu depuis 6 mois, je suis étudiante, et il y a un garçon à la salle que je vois depuis quelques semaines et qui me plaît. Donc vous voyez les mecs, ça existe. La première fois, ça existe. Non, parce que il y a toutes ces histoires là en ce moment en salle, des gonzesses qui filment sur TikTok, je sais pas quoi, parce que des mecs les regardent, en fait, elles sont... Bon, forcément, elles sont habillées de manière pas provocante, mais on va dire il y a beaucoup de corps qui est exposé de manière sexy, voilà, on va dire de manière sexy, et ça attire le regard des mecs. Enfin, forcément, en fait, pardonnez-nous de regarder les belles femmes, excusez-nous. Et donc, dès qu'elle voit un mec à la caméra qui les regarde, alors que le mec, en fait, il regarde aussi le setup, il voit une caméra, il est intéressé par ce qui se passe, elle l'humilie en public en le traitant de pervers sexuel, je sais pas quoi, donc... donc bref, qu'est-ce qui ferait pas les gens pour attirer l'attention? La première fois que je l'ai vu à la salle, il me regardait pas mal, et j'ai vu que je lui plaisais aussi. On s'est très peu parlé, et à chaque fois, c'était pour les poids et les machines. Cependant, il ne m'a toujours pas demandé mon numéro ou tenté quoi que ce soit pour que ça aille plus loin. Penses-tu que je me fais des films mais en réalité je ne lui plais pas, ou est-ce que tu crois que je devrais tenter de faire le premier pas par moi-même? Si oui, que me conseilles-tu de faire pour qu'il comprenne qu'il me plaît? Merci, passe un bon dimanche. Alors, vous parlez uniquement pour les poids et pour les machines. Bah évidemment, un mec, en fait, à la salle, quand t'es à la salle, tu te dis que, par définition, tu te dis que la meuf, tu la fais chier. C'est parce que c'est ce que vous renvoyez, en fait. Tu te dis que tu la saoules, qu'elle est pas du tout là pour ça, et qu'elle est là pour s'entraîner uniquement,
et que, en fait, si tu te prends un stop humiliant, je sais pas quoi, ça peut vraiment te, te niquer ta séance, te niquer l'ambiance du truc, enfin, c'est pas ouf. Donc évidemment, ça m'étonne pas qu'il fasse pas de premier pas ou quoi. Bah tout simplement, en fait, si tu veux ouvrir la conversation, t'as une bouche, hein, tu sais. Pendant que tu parles des machines, tu lui dis ah tu fais quoi aujourd'hui, je te vois souvent, tu t'entraînes combien de fois par semaine, ah c'est cool, ok tu t'appelles comment, moi je m'appelle truc, enfin à un moment, enfin je sais pas, tu veux que je te mette une balayette aussi. Et puis au fur et à mesure, la prochaine fois, tu lui diras, pendant qu'il te répond, tu vas sur ton tel, et tu lui dis c'est quoi ton Insta et tout, tu sais, en mode décontracté en fait, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. si, Enfin, si peut-être que tu peux attendre toute ta vie qu'il fasse le premier pas aussi, hein. Allez, next. Next. Salut Raptor, je tiens déjà à te dire que je kiffe ce que tu fais. Continue comme ça, mais aujourd'hui, si je te contacte pour un ami, le famoso ami, celui-ci va bientôt se marier à une ex qu'il a trompée il y a 4 ans de cela. Je sais via des amis en commun qu'elle a également trompé son conjoint de l'époque. Suite à sa rupture avec son conjoint, elle a tout fait pour reconquérir mon ami qui n'a évidemment rien vu. J'essaye doucement de lui ouvrir les yeux, mais celui-ci se braque quand je lui en parle. De plus, il s'éloigne de ses amis pour cette fille. Je ne sais pas comment lui faire comprendre qu'il va droit dans le mur et qu'elle va sûrement lui refaire un sale coup. Je rajoute que mon ami a une bonne situation financière et je n'ai pas envie qu'il se fasse plumer. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Je te remercie d'avance pour ta réponse. Bah, le conseil, il est simple. D'abord, ça dépend de ton niveau d'amitié et ton niveau d'amitié avec lui. Si c'est pas assez, bon, bah t'en mêles pas. Si c'est suffisant, bah de ce que tu me dis, t'as déjà essayé de lui faire la remarque. Donc, à partir du moment où le mec, il est prévenu, après, chacun prend ses décisions, chacun fait ses choix. Il a confiance dans ses choix, donc il aura confiance quand il subira les conséquences de ses choix. Et voilà, point barre. Tu vas pas aller le harceler, sinon il va te tège, tu vas le saouler. Donc tu l'as mis au courant parce que c'était ton devoir d'ami. Tu t'es dit, bon, c'est mon devoir, il faut que je lui dise moi ce que je pense de ça avant qu'il s'engage éternellement. Peut-être que je peux lui sauver la vie. Maintenant, c'est fait. Euh, Lâche le morceau, en fait. Tu vas juste le saouler. Il sait ce que tu penses, et le jour où ça tourne mal, si un jour ça tourne mal, bah il se dira, bah c'est vrai que tu t'étais là pour me prévenir, au moins t'as pas fait le bâtard à pas me dire, tu vois. Et voilà, basta. Faut pas chercher à contrôler la vie des gens, chacun doit faire ses erreurs, doit faire ses trucs, certaines erreurs ont des conséquences plus lourdes que d'autres, et faut que chacun vive sa vie, en fait. À un moment, tu peux pas... merde, j'ai plus le mot. Imposer aux gens leur choix, et c'est aussi ça la liberté, ça implique les échecs et les réussites aussi. Next, je cumule 36 heures de cours par semaine, un emploi à temps partiel, un emploi au noir et un engagement dans la réserve militaire, de l'armée de terre, de mon département. Et B, à cela s'ajoutent 3 à 4 séances d'1 heure de sport par semaine, un peu de temps consacré à ma copine, des temps de trajet, des projets personnels, des révisions, etc. et 8 heures de sommeil par nuit dans l'idéal. Je n'ai donc aucun temps et des difficultés financières, ce qui m'empêche d'avoir une bonne qualité de vie. Et j'ai l'impression que je vais perdre encore 3 ans avant de pouvoir vraiment bien avancer dans ma vie, avant de creuser l'écart en somme. Que faire? PS, merci pour ton travail, cet incroyable podcast et toutes les pistes de réflexion que tu nous partages depuis de nombreuses années. T'es le boss, énorme soutien et gros respect. Bah écoute, merci beaucoup. Ça m'honore et ça me fait plaisir. Pour te répondre, en fait, tu t'es en train de dire... J'ai l'impression que je vais en perdre encore 3 ans avant de pouvoir vraiment bien avancer dans ma vie, avant de creuser l'écart en somme. Premièrement, si ça te pose un problème, tout ce que tu fais dans ta vie, supprime un ou plusieurs trucs. Voilà, il faut que tu sois en adéquation avec toi-même et que tu remettes le sens des priorités. Si tu veux rien lâcher de tout ce que tu fais, bon bah, il faut bien, ça, voilà, chaque chose a ses conséquences, quoi. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, tu dis, j'ai l'impression de perdre 3 ans avant de creuser l'écart, alors qu'en fait, t'es déjà en train de creuser l'écart parce que t'es en train de créer une discipline, un mental et de l'expérience de vie, etc., qui vont s'accumuler, qui vont faire ta personnalité d'homme dans le futur, en fait. Donc c'est tout à fait positif, tu es déjà en train de créer la différence. Et enfin, tu oublies que... en fait, on a tous douillé. En fait, c'est ça le truc, c'est que avant de pouvoir faire des trucs qu'on kiffe, je sais pas quoi, il y a un moment où on a douillé parce qu'on a essayé de faire plein de trucs en même temps pour voir un petit peu là où on allait, pour accumuler d'expérience, accumuler des compétences, du savoir, du savoir-faire, ce genre de choses. Et il y a des moments de ta vie, il y a eu des moments de ma vie où j'avais très peu de temps libre, je travaillais énormément, truc.
Et ces trucs-là, ça m'a pas fait perdre du temps. Perdre du temps par rapport à peut-être à tes potes ou quoi qui en fait vont te narguer parce qu'eux ils font plein de sorties, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est quelque chose, t'es en train de capitaliser, t'es en train de bosser beaucoup plus. Et donc t'es en train de te créer des choses qui ont une valeur inestimable et qui vont te servir dans le futur où tu seras plus aguerri, plus assagi pour savoir exactement ce que tu fais. Tu vas pouvoir transférer toutes ces compétences, cette discipline, cet état d'esprit, ce savoir-être, tu vas le transférer dans les domaines qui comptent dans ta vie. C'est comme ça que tu vas exploser la concurrence. Donc moi, je vois pas exactement où est le souci. Si t'as un souci avec ça et que t'aimerais avoir plus de temps pour ton droit à la paresse, et B, il va falloir que tu renonces à certaines choses pour d'autres. Mais moi, je pense pas que c'est du temps perdu, c'est... T'es en train de pex, voilà. Pour reprendre le vocabulaire jeu vidéo, t'es en train de pex comme un bâtard, et ça va payer, en fait. Oui, quand on pex, bah, on est bloqué en train de farm une même zone, mais après, quand tu te barres, t'as plein de kamas, je parle de Dofus, t'as plein de drops, tu vas pouvoir te stuffer comme un chien, t'es à un niveau de ouf, tu vois, c'est un sacrifice, c'est un investissement, en fait, ça s'appelle. Donc faut pas voir les choses comme une perte de temps. Et enfin, dernier courrier. Bonjour Raptor, je sais que pour passer au next level dans ma carrière, je dois fournir du travail en dehors de mes horaires de bureau. 30 minutes à 1 heure de lecture, taf, trop busy au bureau durant la journée, trop d'interruptions. Mais en général, après le taf, je vais à la salle et ensuite, une fois à la maison, j'ai trop la flemme et je me retrouve à chiller avec ma copine ou à jouer à HOTS. Est-ce que je dois me faire violence ou je dois aussi prioriser le downtime? Merci pour ta réponse. Moi, je t'avoue que tout dépend sur quoi en fait tu veux travailler. Si ça, comme j'avais déjà dit à un autre, quand un truc te passionne vraiment en fait, quand un truc te passionne vraiment, il t'obsède. Et quand il t'obsède, tu veux en apprendre plus. T'as soif d'apprendre, de t'exercer, de pratiquer. T'as soif de ça. Donc, si tu vois les choses comme un fardeau, où tu te dis, bon bah, pour devenir meilleur, il faut que je lise, je suppose. Donc je vais m'imposer de lire. Si t'en vois pas l'intérêt au-delà de j'ai vu que ça faisait bien, tu vois, bah tu vas pas le faire. Tu vas avoir la flemme. Ça, c'est pas un truc qui va te motiver suffisamment. On revient à la leçon sur la motivation et la discipline de départ. C'est-à-dire qu'il y a un moment, soit tu te diriges vers le plaisir, soit tu t'éloignes de la souffrance. Donc quand tu retrouves pas ça dans une des activités que tu voulais développer, c'est que c'est pas la bonne en fait, tout simplement. Donc je sais pas, peut-être que tu devrais prendre plus de temps. Il y a ça aussi. Les gens ont l'impression de perdre du temps quand ils réfléchissent. Franchement, c'est pas une perte de temps. Alors il y a les fils de pute qui passent leur vie à réfléchir et qui n'agissent jamais. Mais réfléchir pour savoir ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, tâtonner un petit peu les palettes de couleurs comme un enfant, devant un nouveau jeu, c'est pas de la perte de temps en fait, c'est de l'optimisation, c'est un moment que tu passes à théorie crafter, si tu veux, comme je reprends encore du vocabulaire de jeu, il y a des mecs qui passent du temps à théorie crafter, comme ça quand ils vont faire le truc, ils savent exactement où ils vont. Donc peut-être que tes 30 minutes à 1 heure de lecture taf qui suivent la salle ou je sais pas quoi, vu que tu te les imposes un peu pour avoir le sentiment de pas rien faire ou de faire un truc, c'est pas le bon état d'esprit. Quand je vous dis qu'il faut taffer, faut pas taffer comme font tous les gens là, qui vont au bureau et qui servent à rien et qui juste se disent bon bah je suis assis. Enfin, faut pas taffer pour se donner l'illusion qu'on fait des trucs. Faut pas taffer comme les Instagrammeuses qui font des to-do list ou des emplois du temps où il y a écrit 8h30 promener les chiens, 9h faire un café, 9h15 penser et noter dans mon carnet les gens que j'aime. Si t'en es à remplir ton emploi du temps comme ça avec des faux trucs, c'est que t'as pas passé suffisamment de temps à réfléchir pour trouver le vrai truc à faire. Et tu devrais plus perdre du temps entre guillemets à réfléchir à quel est le vrai truc que tu dois faire, passer du temps à réfléchir à ça, que direct te lancer, t'asseoir sur la chaise, faire ok là c'est 30 minutes que je vais taffer. D'accord, mais taffer sur quoi en fait? Et tu vas finir par bâcler le truc, ou par pas le faire, ou par faire juste pour te donner bonne conscience, et ça il faut éviter. Moi je suis pas pour le travail inutile. Si tu dois être efficace dans ta vie 3 heures par jour, fais 3 bonnes heures de travail par jour et va faire autre chose, tu vois. Je suis pas pour t'asseoir sur une chaise et dire bon moi tu vois. Donc voilà, voilà pour te répondre, je pense qu'il faut que tu réfléchisses et que ça te fera gagner du temps, même si t'as l'impression de passer du temps à pas travailler, à réfléchir au lieu de travailler. Et puis peut-être que tu devrais utiliser ce temps pour
je sais pas, pour discuter avec ta meuf de choses qui pourraient vous intéresser à deux, ou toi, ou d'autres choses, je sais pas, de sujets. Voilà. Si vous éteignez la télé, tu lui dis va pas sur ton tel pendant que je te parle, et toi tu le fais pas, et vous discutez de choses, d'actualité, tu penses quoi de ça, truc, et ce sera peut-être des choses qui vont t'amener à des pistes d'intérêt, peut-être même d'intérêt mutuel. Voilà pour cette émission, ce 10 000 pas numéro 22. On en arrive à la fin. Je rappelle qu'il y a le petit concours là pour fêter les 3 millions d'écoutes. On vous fait gagner 100 €. Il suffit de partager Attraptor Podcast. Je rappelle que vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. J'ai beaucoup de projets qui vont vous satisfaire, et il faut qu'on y mette tous d'une autre pour faire grandir ça, pour faire grandir ces idées, parce que plus il y aura de gens, en réalité, plus il y aura de gens concernés par cet état d'esprit, cette volonté de se dépasser, plus les choses avanceront positivement et mieux on se sentira. Voilà. Donc c'est un effort collectif à faire, il faut le faire toutes les semaines, et voilà, j'ai besoin de vous, je compte sur vous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode 22 de 10 000 pas. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous kiffe, c'était le Raptor. Ciao.